Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un peu plaisir. Je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine. Plaisir partagé. Tu vois? Ah ouais. Alors, on va pas faire beaucoup de chit-chat parce qu'il y a du monde ce soir. Il y a d'abord Patrick Sébastien. Et quand même gilet jaune depuis 10 ans. Il a été le premier à nous parler de ces gens invisibles. Et donc aujourd'hui, évidemment, l'actualité lui donne raison. Il a tourné sa dernière émission sur France 2 cette semaine, donc il va nous raconter ce que c'est. Oui. Mais maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérards, plus drôle que les Césars et plus sexy que les Hôtes d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Le prix Bisounours a été décerné dans un très bon climat d'estime réciproque à monsieur Yann Barthès. Ah. Merci pour lui. Merci pour lui. C'est l'animateur de l'émission Quotidien et il a particulièrement apprécié les imprécations anti-blancs d'une écrivaine américaine, Madame Painter, et on va peut-être l'entendre, Madame Painter. Magnéto, Serge. Trump, il a fait sa campagne en disant « Make America Great Again » et on a entendu « Make America White Again ». Il est l'homme blanc. Maintenant, le blanc, il est stupide, il ment, il est corrompu, et il harcèle les femmes. Vous avez déclaré que pour changer de race, la meilleure chose à faire, c'était de coucher. C'est ça? Oui. Expliquez-nous. Enfin, vous qui avez la peau claire, et maintenant que le monde se chauffe, il y a plus de ultraviolet rays, ça fait des cancers. Alors, il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Vous avez bien entendu, Thierry Ardisson? Alors, vous avez une dame qui n'aime pas Trump, ce qui est son droit le plus strict, mais qui le considère essentiellement comme un blanc et qui considère que, du coup, l'image du blanc, c'est d'être un menteur, un stupide et un harceleur. Et pour faire bonne mesure, elle conseille à tous les blancs, compte tenu de la fragilité de leur peau, de se croiser immédiatement pour pouvoir affronter des temps plus difficiles. Alors, mon imagination est un peu impuissante à décrire la réaction médiatique si d'aventure un intellectuel blanc, considérant Obama avec sévérité et le voyant essentiellement comme un noir, avait traité les noirs de la même manière et si, dans la même foulée, il avait conseillé à tous les noirs de France de se croiser sans délai, compte tenu qu'ils vivent désormais dans un climat tempéré. M'est avis que sa réputation eût été écornée. Et là, que voit-on autour de cette gente dame? Que des animateurs blancs qui se spamment. Ils spamment devant quoi? Devant une démonstration très gentille de racisme ou de racialisme. Alors, devant tout cet abîme de sottise, je préfère en rire en compagnie de Pierre Desproges qui disait « Quand un blanc dit qu'à un noir qu'il est con, on dit que le blanc est raciste. Et quand un noir dit qu'un blanc qu'il est con, on dit que le blanc est con. » Ah, pas mal. On peut parler. Ah, oui. Oui, ça tourne à l'obsession. Nell Irving Painter, c'est quand même une grande historienne. Elle a étudié à Harvard, elle est prof à Princeton. Elle dit pas de conneries, elle est spécialisée quand même dans le sud des États-Unis. Dans ce cas. Tu as dit, elle conseille aux Blancs de ne pas se croiser. En fait, c'est une invitation au métissage. Donc moi, ma question, c'est quoi ton problème avec le métissage? Alors, je vais te répondre. L'obligation du métissage du XXIe siècle correspond exactement à l'obsession de la race pure du XXe siècle. Oh là J'ajouterais, là. oui, eh ben oui, ça vous gêne, mais c'est ainsi. Selon les Au lieu, non, mais race, il faudrait mieux apprendre à me répondre plutôt que dire des oh là là. Et d'autre part, et surtout, Thierry, ce qui est relativement agaçant, c'est que nous vivons en réalité
sous l'empire d'un antiracisme qui guette le moindre faux pas, la moindre allusion à la différence dès qu'il s'agit des minorités, et on s'autorise toutes les libertés lorsqu'il s'agit de la majorité. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Un bisou dans le cou, mon petit bisounours, il adore les dessins. Un bisou à Yann Barthès. Et maintenant, j'accueille Patrick Sébastien. Ça va? Patrick, profitez-en parce qu'il a tourné sa dernière émission cette semaine. Donc, entière soir. Profitez-en. Maintenant que t'es plus à la télé, tu t'habilles n'importe comment, quoi. Non, maintenant que je suis plus à la télé, je suis libre. Je suis totalement T'as toujours libre. été assez libre. Enfin, pas complètement totalement, j'ai un petit droit de réserve. T'as toujours été assez libre. Encore que je me donne jusqu'au mois de juin. Ah oui. Mais je suis à la fois partagé entre la frustration, parce que c'est dégueulasse, et puis le soulagement de plus avoir affaire à ces gens-là. Ouais. Et d'être vraiment libre. Ah, Patrick, comme tous les invités de cette émission, vous avez un slogan. C'est votre slogan. Il est capable de mettre une ambiance de feu dans le funérarium de Roubaix un soir de pluie. Et vous avez votre sampleur. Ça s'arrête pas là. Tu vois, ça s'arrête pas là. Quand on met le feu, ça fait la 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 Ah ben ouais. C'est la base. C'est ton job. Je vous demande de vous arrêter. Bon. En octobre dernier, Patrick, France 2 vous a évincé. Rappel des faits, Magnéto Serge. Et bonsoir à tous. On a convoqué ma femme, qui est la directrice de ma boîte, pour lui dire en 5 minutes, vous lui direz que c'est fini. Delphine Arnault, alors elle a dit des choses qui m'ont touché, qui sont passées comme une lettre à la poste. Un homme blanc de plus de 50 ans, je sais pas, quand on exclut quelqu'un pour sa couleur, pour son identité et pour son âge, c'est de la ségrégation. Pour le numéro 201 du plus grand cabaret du monde. C'est-à-dire le premier numéro des 200 qui vont suivre. Non, c'est pas vrai, je déconne. Je pourrais en balancer des tonnes sur la bassesse de ces gens-là, mais mon ami Frédéric Dard m'a dit un jour, Patrick, tu sais, c'est quand les gens sont les pires avec toi qu'il faut s'appliquer à être les meilleurs. Bon. Donc maintenant c'est la scène. Vous jouez quand à Paris la prochaine fois? Je joue du 23 au 27 avril au théâtre de Jazé, parce que je suis en province tout le temps. Ce spectacle qui est c'est pas les sardines, c'est pas les serviettes. Je dis aux gens, vous venez écouter des mots. Les gens qui sortent, ils me disent, ah ben tiens, on s'attendait pas à ça, puis surtout vous nous avez dit la vérité. C'est-à-dire que je suis pas dans le trash obligatoire. C'est ce que je peux pas dire à la télé, soit parce que c'est censuré, parce qu'il y a une réelle censure qui existe, soit parce que c'est trop intime pour le dire à la télé et qu'il y a des domaines personnels que tu abordes dans ce cadre magnifique où tu as 700, 800 personnes devant toi, où il n'y a pas de portable, où c'est encore une île où tu as juste des rapports humains. C'est formidable. On va en voir un bout. Magnéto, Serge. Et bonsoir à tous. Avant que je vous dise, il faut que je vous dise ce que j'ai jamais pu dire à la télé. Moi, je suis pas venu de bien loin. J'ai juste eu à traverser la rue pour trouver un nouveau boulot. Vous n'êtes pas vexé. Ah si, elle a fait la grimace, madame. Eh oui. Vous avez voté En Marche, vous saviez pas que c'était En Marche arrière. Tant pis pour vous.
Ah, mon Serge, tiens, putain, chien. Ça, quoi, faut arrêter de nous casser les couilles. Le bobo Dieu, j'étais à la société. Parce que Mireille Mathieu est à la partouze, on est content que t'es venu, mais tu peux garder ton manteau. Et hop là, circuler, rien à voir. Entre autres. Alors, le 20 octobre dernier, vous étiez venu sur le plateau des Terriens du Samedi, et vous aviez déclaré... Avant que les Gilets jaunes démarrent. Ben voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, bon, ça fait 10 ans que vous êtes la voix des Gilets jaunes. Non, je ne suis pas la voix des Gilets jaunes, mais il y a 10 ans, j'avais fait quelque chose qui s'appelait le DAR. Ouais. C'était le peuple qui se prenait en main, qui faisait des propositions, qui faisait des... L'idée, c'était d'apporter des promesses. D'ailleurs, j'ai relu récemment le livre que j'avais écrit qui s'appelait « Une révolte, pas une révolution », où il y avait des sésames, des clés, et il y a beaucoup des mesures là qui pourraient passer aujourd'hui. J'ai fait marche arrière parce que c'était n'importe quoi, parce que j'ai eu des menaces, parce que j'ai eu plein de trucs. Effectivement, j'ai été visionnaire sur cette chose-là parce que... Mais ce qui est bizarre, Patrick, c'est que vous êtes copain à chaque fois avec le président de la République. Ouais. Pourquoi ils vous ont pas écouté? Parce que vous étiez pote avec Chirac, Sarkozy, Pourtant, Hollande. je leur parle. Je me mets pas devant, mais j'essaie justement d'aller leur parler. Si, ils ont fait certains trucs que je leur ai soufflé, et je passe mon temps à leur expliquer qu'on a besoin de considération, qu'on a besoin d'arrêter ce putain de mépris, que c'est que le début, pour moi, parce que c'est loin d'être fini, ça commence. Pour moi, c'est pas possible de laisser cette partie des gens avec aussi peu de considération. C'est pas possible de laisser cette partie des gens dans une solitude extrême comme ça là. Ça fait 30 ans qu'on me traite de blaireau, de beauf, mais en même temps qu'on me traite de blaireau, on traite de blaireau et de beauf tous les gens qui m'ont suivi et qui sont respectables. Patrick, on va regarder ce que vous disiez sur le plateau des Terriens du Samedi. Magnéto, Serge. Moi, le fait d'être populaire, ça veut dire que je croise les gens du peuple. J'en viens. Je suis en osmose avec eux. Je parlais des paillassons, mais il y a plein de gens qu'on traite comme ça. Il y a des millions de gens qui ne sont pas considérés. C'est pas forcément de l'argent en plus qu'ils veulent, c'est de la considération. Juste exister, avoir la sensation d'exister, qu'on les respecte, qu'on soit un peu plus digne avec eux. C'était un mois, pratiquement un mois, avant le 17 novembre, vous aviez senti le vent de la colère. Hein. Ben, le vent de la colère, je le sens tous les soirs. Il y a une bande de mecs en haut, de nanas, qui estiment que leur pensée est la bonne. Et je crois par contre qu'on s'en prend pas aux bonnes personnes. Je ne crois pas que ce soit les politiques les premiers responsables. Il y a une caste qui était là sous Sarko, qui était là sous Hollande, c'est les mêmes. C'est des hauts fonctionnaires, c'est des banquiers, c'est des gens de médias, et c'est ceux-là qui commandent. Et c'est ceux-là qui commandent ce mépris. Et forcément, ça ne peut pas durer. Ça va être plus violent. Pour vous, c'est le début, hein? Ah oui, parce qu'il y a un moment où tu peux plus. Tu sais, c'est comme la nana à la maison qui prend des coups pendant des jours et des jours. À un moment, elle pète un câble. Ouais. Ou elle s'en va, ou elle répond. Jacqueline Sauvage. Oui, bon. Patrick, si on pouvait profiter de tes qualités de devin, alors comment ça va se terminer? Parce que tu dis, ils veulent de la considération, de l'argent, c'est sûr, c'est évident. Comment leur donner de la considération? Pour moi, il y a deux trucs qui sont très dangereux. C'est que soit il y a une personne un petit peu plus charismatique que Marine Le Pen qui va se lever et qui va dire aux gens un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Et alors là, les gens vont comprendre la qualité de la démocratie le jour où ils ne l'auront plus. On va tout droit vers ça, pour moi, d'ici 2 ans, ou 1 an, ou 2 ans. Soit il va y avoir une extrême violence. J'ai prévenu le président, je lui ai dit faites attention. Vous avez parlé avec le président Macron? Ouais, ça ne sera pas des manifs, les mecs qui vont te faire sauter des hôtels des impôts, qui vont vous tirer dessus. À un moment, si on ne les écoute pas. Et puis ce pays est un pays de réseau. Ça veut dire que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont à la bonne place. C'est les copains, des amis, des amis. Le jour où on mettra aux bonnes places les gens compétents, ça marchera déjà beaucoup mieux. Tu as des pays, tu as des régions, excuse-moi, mais il y a des grosses usines avec des gros patrons. Ils ont fait du social. Il n'y a presque pas de chômage. Ils ont de la considération. Fleury Michon, c'est la Vendée. Voilà, c'est ça. Ils ont de la considération pour leurs ouvriers. Les mecs sont contents de travailler. Ils ne remettent pas le système en cause. Ils disent pas salaud de patron. Non. C'est ça qu'il faut arriver à refaire aujourd'hui, à refaire ce lien. Et puis il faut surtout des politiques on dit qu'il faut qu'ils écoutent la réalité. Il faut surtout qu'ils arrêtent d'être aux ordres des hauts fonctionnaires, des banquiers et des gens des médias. Déjà, quand on aura gagné là-dessus, alors il leur faut... J'ai l'impression qu'on vous a écarté parce que vous êtes le coupable idéal. Parce que vous représentez cette France que l'on dénigre comme plouc, comme beauf. Est-ce que vous n'êtes pas un plouc émissaire?
Peut-être, je suis fier. Je suis fier parce que si j'étais pas dans la position de l'artiste qui a réussi, je serais dans la salle pour aller me voir pour chanter sur les sardines. Tu vois, je suis né là-dedans. C'est mon ADN. Ma mère, elle travaillait à l'usine. Je suis bâtard dans un petit village. On a grandi sans thune. C'était pas la misère, mais on n'avait rien. Mais on a appris des valeurs. Et je suis représentant de ces valeurs-là. Avec tous les excès que ça suppose. Hein. Il y avait du sexisme, il y avait du machisme, il y avait qu'on a essayé de corriger en devenant adulte. Mais on a... Déjà, moi, j'ai appris une chose. J'ai appris à partager. Ma maman, elle m'a toujours dit partage. Et ce qui manque dans cette société, c'est le partage. Et maintenant, on passe au hymne de la semaine. Alors Patrick, maintenant, chaque mercenaire va vous présenter sa une. À la sortie, c'est vous qui jugerez. Alors, Monia, vous allez nous parler d'Adina Tanke, qui s'est faite humilier lorsqu'elle était enfant parce qu'elle est albinos. Et aujourd'hui, elle se bat pour que le regard sur cette anomalie génétique change. C'est votre une. Le massacre des albinos. Vous avez 1 minute et 8 secondes. Top chrono. Alors, j'aimerais vous citer l'artiste malien Salif Keita, qui est lui-même atteint d'albinisme, qui disait qu'il est difficile d'être blanc de peau et noir de sang. Parce qu'en fait, ils sont une anomalie génétique pour les scientifiques, mais ils sont aussi un porte-bonheur pour les superstitieux. Ces temps-ci, au Sénégal, ils sont en train de préparer leurs élections présidentielles, et les albinos du Sénégal sont dans la peur, ils sont en train de se cacher parce qu'ils ont le mauvais souvenir des élections de 2012, où ils étaient chassés, où il y a une chasse à l'homme, parce qu'on les attrapait pour les démembrer, pour faire des crimes de rituel. Salif Keita, lui, joue les lanceurs d'alerte. Il nous rappelle qu'à chaque élection, les albinos deviennent du gibier. Par exemple, cet été, la petite Ramara, albinos de 5 ans, s'est fait enlever dans son village au Mali, juste avant les élections présidentielles. On l'a retrouvée démembrée. Selon la police, en fait, elle a été sacrifiée pour porter bonheur à un candidat. Donc vivants, ils sont des parias. En pièces détachées, ce sont des gris-gris. Leur corps a même un prix. Il coûte 75 000 € selon l'ONU. Pour continuer à en parler, j'accueille Adina Tanke. Adina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes née au Cameroun, et à l'âge de 5 ans, vos parents décident de vous envoyer en France en vous faisant croire que c'est juste pour les vacances. Moi, je voulais savoir, est-ce que selon vous, c'était pour vous protéger, pour vous sauver la vie? Je pense qu'ils ont pas voulu m'assumer dès le départ. Vous étiez une honte? Comme mon papa, il est polygame et qu'il avait des enfants noirs, et que moi, j'étais albinos, et que les autres femmes de mon père se moquaient de ma mère parce que j'étais née albinos. Je pense qu'elle a eu un peu honte ou peur de me garder. Une fois que vous arrivez en France, ça ne se passe pas bien, vous êtes victime de maltraitance. Vous pensez que tout ça est lié à votre albinisme? Oui. Franchement, moi, j'ai été maltraitée dans ma propre famille. Ils m'ont rejetée parce que j'étais albinos, parce que les brimades que j'avais, c'était toujours, en fin de compte, plus, pas parce que je faisais des bêtises, mais c'était plus par rapport à ma particularité, parce que même, vous voyez, le week-end, souvent, il y avait des réunions familiales, et ben, tout le monde était joyeux, festif, mais moi, j'étais enfermée, en fin de compte, dans le débarras, vendredi, samedi, dimanche, et les gens, en fin de compte, ils ne me voyaient pas. Donc, vous souffriez tellement que vous avez même pensé au suicide? Tout à fait, oui. Mais moi, j'ai souffert plus, pas parce que j'étais albinos, moi, j'ai souffert parce que j'ai grandi dans une famille qui ne m'aimait pas parce que j'étais comme ça. J'ai plus souffert parce que j'ai pas eu d'amour, en fin de compte, des gens qui étaient censés me donner de l'amour, de l'assurance, de l'affection. C'est plus ça qui m'a fait plus du mal que le fait d'être ce que je suis. Et puis vous êtes protégée par l'aide sociale en enfance qui, à vos 19 ans, vous offre un voyage. Vous pouvez enfin retourner au Cameroun et là, vous découvrez le sort des autres albinos. Là, j'ai pu revoir mes parents. J'ai vu aussi les albinos, parce qu'ici en France, j'en avais pas rencontré. Là, j'ai vu qu'il y avait des albinos physiquement qui étaient dans un état pire que moi, parce que moi j'avais
ma peau qui était blanche, j'avais une belle peau et tout. Pour créer votre association, en fait, vous découvrez via un documentaire que, en fait, il existe des chasses à l'homme faites aux albinos et qu'on les massacre. C'est ça. Et là, vous décidez de créer votre association. Ils ont montré au journal du 20h une petite fille de 7 ans qui s'était fait découper. Et c'est que quand je suis arrivée le matin au travail que mes collègues ils m'ont dit voilà, toi qui es tellement gentil, t'accueilles bien les gens, mais eux, regarde, ils vous tuent chez vous, ils vous massacrent. Et moi, quand j'ai fait ça, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur et tout. Donc pendant la pause, je suis partie au service des associations pour prendre des renseignements. Comment je vais faire pour créer une association? Et je me suis dit, la première des choses, quand je vais créer l'association, je vais me servir déjà de mon cas à moi. Comme ça, tout le monde va savoir que même que je suis albinos, mais qu'on est des gens normaux, qu'on a un travail, qu'on peut être beau, qu'on peut s'insérer, vous voyez, dans... Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes un symbole, vous êtes un porte-parole, vous êtes comédienne. Par exemple, le dernier film dans lequel vous avez joué dans Hunger Games, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, vous êtes aussi mannequin. Tout à fait, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous trouver belle? Bien sûr, oui. Aujourd'hui, je suis très, très fière de moi. J'étais tout en bas, moi, j'étais rien du tout. Quand je sors dehors, j'ai plus honte de moi-même. Aujourd'hui, ben, franchement, plus personne... Grâce à la mode, maintenant, on peut dire albinos, c'est difficile. Patrick, un mot? Je suis ému, puis ce qu'on a dit tout à l'heure, elle a parlé de quoi là? D'amour, de partage, qui pour moi sont les mots essentiels. Ça fait des années que je me bats pour ça, pour mes frères d'âme. Elle est belle, toute belle. Très bien, merci. Adina Tenke, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub pour la suite des unes de la semaine. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et de Patrick Sébastien. On continue avec la suite des unes de la semaine. Alors, le 26 janvier dernier, Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, a été gravement blessé à l'œil. Il manifestait place de la Bastille à Paris et il a filmé la scène. Magnéto, Serge. Médic! Lycée, stop! Il y a un blessé! Appelle Samu! Mais c'est un œil, c'est quoi là? Ah, il a crevé l'œil, là il est éclaté. Là il est éclaté là. Je suis avec toi Jérôme, on est là. Je verse de sur ton œil, d'accord? Préviens-le. Je verse de l'œil. Retourne le live et dis qu'il a été blessé, putain. Dis qu'il a été blessé. Voilà, cette semaine, Jérôme Rodriguez a annoncé avoir définitivement perdu son œil. La République aveuglée, Raquel, c'est votre une. Vous avez 1 minute et 2 secondes. La République est aveugle, ou plutôt l'État est aveugle, ou plutôt M. Macron et M. Castaner sont aveugles, parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité de ce que subissent aujourd'hui les manifestants gilets jaunes. Au début du mouvement, quand on les alertait, ils disaient « mais les manifestations ne sont pas déclarées, donc quiconque va dans une manif non déclarée doit bien s'attendre à être victime de répression ». Mais cela fait 5 samedis que les manifestations sont désormais déclarées. Et dans les images absolument insupportables que l'on vient de voir, Jérôme Rodriguez est dans une manifestation qui est déclarée. Il est dans une circonstance qui est absolument pacifique. Rien ne justifie qu'il ait perdu un œil. On a entendu parler sur tous les tons, combien de fois, d'un tel ou un tel qui a agressé un policier. Bien sûr, mais ce ne sont pas eux qui ont les mains arrachées ou les yeux borgnés. Donc je dis au gouvernement, ouvrez les yeux, ça suffit, parce que la République, elle est debout et elle vous parle, et on va l'entendre par la voix très digne de Jérôme Rodriguez. Et voilà, pour continuer à en parler, j'accueille Jérôme Rodriguez.
Jérôme, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du témoin de la semaine. Alors bonsoir Jérôme Rodriguez. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On aurait pu penser que vous auriez consacré du temps à vous reposer, finalement à surmonter cette agression dont vous avez été victime. Et pourtant, on vous voit sur tous les fronts. Vous continuez le combat. D'où vous vient cette énergie? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et qu'à un moment donné, quand on a des convictions et qu'on se met dans un combat, on se doit d'aller au bout. Donc, à défaut de me coucher, Macron n'a fait que me relever 20 fois et d'être encore plus fort pour aller au bout de nos revendications, d'accord ? Qui est simplement de vivre dignement de notre salaire et qu'on soit respecté en tant qu'être humain en France aujourd'hui, qu'à défaut d'être pris pour des poches Afrique, qu'on soit pris pour des producteurs, des gens qui fassent rayonner la France, qui travaillent pour la France. On est ça aujourd'hui et il faut le revendiquer, il faut le crier haut et fort. Alors, vous parlez de rayonnement de la France. On en parle beaucoup de la France dans le monde entier en ce moment, puisque cette semaine, un comité d'experts des Nations Unies a considéré que l'usage de la force était absolument disproportionné en France et que le droit de manifester, du coup, était remis en cause. On a aussi le Parlement européen qui a adopté une résolution qui va dans le même sens pour dire que la France s'écarte des grands principes et les grands standards internationaux de liberté. Est-ce que ça apporte de l'eau à votre moulin ? À défaut de s'écarter les standards, il faut peut-être rappeler que la France est quand même la mère patrie des droits de l'homme et de la Constitution, qu'aujourd'hui elle est en train de piétiner. Parce que moi, on m'a appris en éducation civique et à l'école républicaine qu'on avait le droit à la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on se permet de s'exprimer dans la rue et la seule chose qu'on reçoit à défaut d'être écouté, c'est des lois liberticides et des coups de gomme comme dans la tronche qui vous éclatent un œil ou qui vous enlèvent un pied ou une main. Et c'est pas du tout dans les valeurs républicaines dans lesquelles j'ai été éduqué et élevé. Donc ça, c'est ce qui me fait le plus flipper aujourd'hui. Parce qu'on est sorti dans la rue pour des choses bien précises et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un nouveau combat, c'est de pouvoir récupérer cette liberté et cette égalité. Parce que la fraternité, on l'a retrouvée. C'est-à-dire sur les ronds-points, sur les ronds-points, dans les manifestations, dans les régions. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui est très important, qu'on n'avait plus en France, c'est de se parler. Je pense qu'on a commencé à mettre fin à cette division qu'on subit depuis 40 ans, à nous élever les uns contre les autres. On s'est retrouvés et le combat continue aujourd'hui pour regagner cette liberté qu'on a eue il y a 200 ans et cette égalité qu'on n'a plus parce que les fossés se creusent, il y a des gens en haut, des gens en bas et au milieu il n'y a plus rien et c'est pas ce qui fera avancer la France aujourd'hui. Jérôme Rodriguez, cette semaine est sortie l'expertise menée par la police des polices et ils ont expertisé le projectile qui a été donné par votre avocat et en fait via cette expertise on apprend que le sang sur ce projectile n'est pas le vôtre. Alors moi ma première question c'était qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris le résultat de cette expertise et deux, est-ce qu'on arrive à identifier, est-ce qu'on sait ce qui vous a blessé finalement? Moi je suis pas au courant. Ah vous n'êtes pas au courant? Non. C'est une information qui a transpiré dans la presse. Je ne suis même pas au courant. On vous l'a pas dit. Ni même mon avocat, ni moi-même. On vous a rien envoyé ni à votre avocat ni à vous? C'est même pas j'ai allumé la télé, c'est Jérôme regarde la télé, on parle de la balle. Mais c'est dans toute la presse. Ben oui. Eh ben il y a eu. Vous pensez que c'est une fake news? Non, si fake news peut-être, mais en tout cas le secret de l'instruction a été rompu. Et la question c'est de savoir qui a balancé cette info, dans quel intérêt, parce que comme par hasard le matin où j'annonce que je ne verrai plus. On sort cette idée. Maintenant, pour info, cette balle a été ramassée au sol, avec des mains. Ça n'a pas été fait par de la police scientifique. Donc, de toute façon, cette preuve était souillée. Moi, je n'avais aucune confiance en cette preuve à l'origine, puis elle était dans un sac de viennoiserie. Donc, comme on le sait, quand on regarde les séries américaines, la trace est déjà souillée. Mais c'est surtout pourquoi cette info est balancée, qui la balance et dans quel intérêt. Très bien. Natacha. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous avez rappelé qu'au départ, ce mouvement, c'est un mouvement de gens qui veulent vivre dignement de leur travail. Et vous avez dit aussi que vous vouliez être reconnus comme des gens qui produisent, qui enrichissent la France. Est-ce que la manifestation, c'est le meilleur moyen ou est-ce que vous envisagez d'autres choses ? Je ne sais pas. Certains cherchent à s'engager en politique, à faire des listes. D'autres imaginent qu'il faudrait faire pression pour avoir le référendum d'initiative citoyenne. Mais voilà, est-ce que vous pouvez en rester aux manifestations ou est-ce qu'il faut inventer d'autres choses ? Non, moi, j'ai rien à voir avec la politique. Je ne suis pas du tout pour les listes. Moi, je ne suis pas politique. Je suis plombier, d'accord ? Chacun son métier, chacun son boulot.
Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. On est sur un mouvement populaire qui appartient à tout le monde, donc il doit rester dans cette optique-là. Maintenant, rien ne nous empêche de construire et de se structurer, d'essayer de faire face à Macron, d'accord ? Il y a des actions qui vont être mises en place. On va commencer à en mettre la semaine prochaine, par rapport ne serait-ce qu'aux élections européennes. Et puis tout simplement essayer de bloquer un maximum de choses en France, parce qu'il n'y a que par le blocage. Moi, j'ai en mémoire 95. 95, j'avais 15 ans, j'allais au lycée, les rails étaient rouillés, il n'y avait pas de train. Et les choses ont bougé. J'ai toujours vu ça depuis que je suis gamin. Le CPE, 1,5 million de personnes. Et on a réussi à gagner comme ça. Donc pourquoi pas le blocage? Mais les manifestations, ça reste important parce que les gens ont besoin. Vous savez quoi? Les jaunes, ils ont besoin de parler aujourd'hui. Franz, si vous ne réussissez pas, vous les vrais gilets jaunes, à contrôler les casseurs qui salissent le mouvement, vous ne pensez pas que ce mouvement risque de s'étioler peu à peu? Vous parlez que des casseurs et de la violence? Bah non, ils sont là. Excusez-moi, on le voit. Oui, on le voit. Il y a les voitures qui brûlent, les vitrines cassées. Prenez une caméra, mettez-vous en fin de cortège, vous verrez rien. Mais à un moment donné, et si on nous concentrait sur les revendications? À un moment donné, moi j'ai eu un jour l'occasion d'aller sur un plateau où malheureusement pour les journalistes, il y avait eu peu de violence. Et sur un intermède, un passage pub, qu'est-ce qu'on s'emmerde, de quoi on va parler? Parlons des revendications. Parlons de ce que veulent les jaunes. Parlons de ce que veut le peuple aujourd'hui en France. On est là, on fait toujours des effets de loupe sur une baston, sur un jet de cailloux. Moi, en 12 manifestations, chose que je n'avais jamais faite, ni même organisée, j'arrive à reconnaître les odeurs, j'arrive à reconnaître les sons, et j'arrive à reconnaître les potentiels fauteurs de troubles. D'accord? Je finis. À partir de là, qu'est-ce qui fait la police? Qui, eux, ont des compétences pour pouvoir extraire ces personnes-là. Pourquoi ils ne le font pas? Je suis dans la manif. Alors, j'ai une tronche connue. Les policiers viennent me voir en disant « Bonjour, monsieur Rodriguez ». Ils sont là, ils sont en civil, ils sont dans le cortège. Pourquoi ils n'extraient pas ces gens-là? Les syndicats, ils ont des services d'ordre. Il y a des services d'ordre. Oui, d'accord. Moi, c'est pas mon boulot d'être service d'ordre, d'accord? Moi, c'est plus un service de sérénité pour faire en sorte que les gens... Le mouvement appartient au mouvement. Le mouvement appartient au peuple. Donc, à chacun de nous de se responsabiliser soi-même et d'être responsable des autres. Et de s'assurer les uns les autres. Mais il est infiltré par des salopards, quand même. Infiltré. C'est à la police de faire son boulot. Moi, je suis pas... J'ai pas les compétences pour sortir les gens. D'accord? Maintenant, moi, la question que je me pose, que font certains policiers avec des marteaux dans le dos? D'accord? La troisième question que je me pose, alors apparemment, il faut apporter des preuves. J'ai eu énormément de soutien de la part de police. De policiers dans la rue qui m'arrêtent, qui me montrent leur plaque ici, qui s'excusent. Et qui me disent, on a des ordres, quand ça commence à casser, on n'agit pas. Patrick? Ça me fait chier que ça soit tombé sur lui parce que je l'écoutais juste avant. C'est un de ceux qui avait le discours le plus pacifiste. Oui, c'est vrai. Et ça m'emmerde vraiment. Ouais. Après, faut pas être manichéen. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Ce qui m'emmerde le plus dans cette histoire, c'est que cette révolte qui est on ne peut plus légitime est en train de se faire baiser par une bande de connards qui, s'il y avait une manifestation de bijoutiers du 16e, iraient casser pareil. C'est ceux-là qu'il faut repérer, c'est ceux-là qui foutent la merde partout. Ça n'a rien à voir avec la véritable colère, et je pense que le mouvement est en train de se faire baiser par ça. Alors, Jérôme, vous restez avec nous. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, les gilets jaunes, faut danser sexy. Gilets jaunes, moi gilets jaunes. Alors en France, les actes antisémites ont bondi en 2018, plus 74% selon le ministère de l'Intérieur. Antisémitisme, maladie incurable. C'est votre une, France. Vous avez 50 secondes. Top chrono. Alors, le peuple élu, disait le dramaturge Tristan Bernard, juif lui-même, et très drôle, le peuple élu est en ballottage. Eh bien, je pense qu'en France, aujourd'hui, c'est pire. C'est pire avec la résurgence d'un antisémitisme de fond. Et je ne parle pas seulement de tous des petits trucs que ces gens écrivent sur les boîtes à lettres, c'est beaucoup plus grave que ça. Le vrai problème, c'est qu'on s'habitue. Et que je dirais même que beaucoup parmi les islamo-gauchistes notamment, donnent des gages aux mensonges qui sont proférés. Par exemple, là, je vais en démonter un. Israël. Israël, depuis 3000 ans, Israël est une terre juive qui a été envahie successivement par les Perses, par beaucoup d'autres peuples. Et les Arabes sont arrivés récemment. Bon, donc ça, il faut juste relire les livres d'histoire. C'est ce que je demande aux antisémites. Et honte à eux, à leur connerie et à leur ignorance. Bien, ben vous avez largement dépassé le temps qui vous était imparti. Voilà, comme c'est important. C'est important, vous me pardonnez? Je ne dis rien pour ce soir. Ah oui, d'accord. Je ne dis rien pour ce soir. William? Je ne suis pas affolé par les tags et je trouve même, personnellement, qu'on ne devrait pas tant médiatiser les tags. Moi, je regarde simplement ce qui s'est passé il y a quelques années et je sais bien qui a assassiné Ilan Halimi,
qui a assassiné Sarah Halimi, qui a assassiné Madame Knoll et qui a fait l'hypercachère. Le reste n'est que bruit médiatique. Tu oublies l'école Ozar Hatorah. Oui, tu as raison. C'est-à-dire des enfants, c'est-à-dire une petite fille de 8 ans qu'on attrape par les cheveux pour lui tirer une balle dans la tête parce qu'elle est juive. Il faut se souvenir de tout ça et en effet, ce n'est pas anodin. La montée de l'antisémitisme est dramatique. Elle date, là c'est sur 2018, plus 74%. Je ne voudrais pas que ce soit instrumentalisé politiquement. C'est sur toute l'année 2018. Notamment contre les gilets jaunes qui ne sont pour rien dans rien du tout. Je vais juste préciser un truc, d'accord? Moi, j'ai mes deux arrière-grands-pères qui ont porté le pyjama rayé. Ouais. D'accord? Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais oui. J'en ai marre qu'on me traite d'antisémite. C'est une stratégie pourrie de la part du gouvernement français de vouloir faire passer les gilets jaunes pour les antisémites. Et je vais vous dire qu'on vient de me traiter d'antisémite comme M. Griveaux se permet de faire. Tais-toi, mec. Parents 1 et parents 2 vont remplacer les termes père et mère dans les formulaires scolaires. Natacha, c'est votre une. Top chrono. Bonne fête du parent 1. Alors évidemment, il ne faut pas en faire un fromage. S'il s'agit de formulaires scolaires qu'on va remplir, et donc il y aura plus écrit père et mère, il y aura écrit parent 1, parent 2. C'est passé dans la loi sur l'école inclusive. L'idée, c'est qu'il faut inclure tout le monde. D'accord. Donc, c'est pas très grave. Mais ça pose quelques petites questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signifie que pour dire qu'on va éviter de discriminer quelques familles, et c'est vrai, il y a à peu près, on ne sait pas très bien d'ailleurs, les chiffres n'existent pas vraiment, mais on pense qu'il y a au moins 15 000 familles homoparentales en France. Eh bien, pour permettre à ces familles-là de ne pas se sentir discriminées sur les formulaires, on change la totalité des formulaires. On met père-mère. Au lieu de mettre, par exemple, représentant légal, on met parent 1, parent 2. Et il y a une association de parents homosexuels qui a dit, mais attendez, là, c'est embêtant. Parce que là, on crée une hiérarchie. Parent 1, parent 2, on va se battre pour ça. Donc, en fait, on complique. Pourquoi? Parce que, pour une minorité, on change tout ce qui concerne la norme majoritaire, c'est peut-être pas si malin que ça. Ce qui est drôle, c'est qu'avec ça, imagine Dark Vador dans Star Wars, s'il devait refaire sa phrase, ce serait « Je suis ton parent 2 », pour s'adapter, quoi. Alors, c'est votre une qui a gagné la semaine dernière. Oui, absolument, je m'en souviens. On va essayer de faire la même chose. Là, vous avez Patrick 1 Sébastien, minute 30 quand même, hein, c'est pas mal. Oui, celle-là, c'est assez royal. Alors, c'est plus qu'il n'en faudrait. On a découvert qu'un groupe d'hommes qui travaillaient chez Libération et les Inrocks harcelaient des blogueuses et des jeunes journalistes sur Internet. Leur nom, la Ligue du LOL. Votre titre, c'est, j'adore ce titre, Panique au Moralistan. Bah oui, mais vous Top chrono. Mais oui, vous savez ce que je pense de toute manière de ces gens, de ces locataires à titre permanent du camp du bien que j'ai toujours considérés comme des tartuffes, des imposteurs et des petits marquis en Syrie. Mais dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas ça. On avait connu Mehdi Meglat du Bondi Blog, le chouchou de France Inter, adorateur d'Adolf Hitler. Mais là, des progressistes, soi-disant féministes, soi-disant antiracistes, qui taclent les Noirs, les Juifs, et surtout un mépris pour les femmes qui font croire, après avoir couché avec elles, qu'ils étaient porteurs du sida. Moi, j'en reste baba. À croire que lorsque vous êtes considéré par les gogos comme incarnant la gentillesse et l'intelligence, eh bien, vous vous croyez autorisé à être dans la méchanceté et la stupidité. Mais c'est fait. Le syndicat des journalistes progressistes autoprogrammés a bâti son propre mur des cons. Alors, vous avez 25 secondes de rab. Ici, la bonne soupe. Alors, Patrick Sébastien, donc, maintenant, vous avez toutes les unes devant vous, et vous êtes comme devant un kiosque. Laquelle achèteriez-vous si vous étiez un client? Quand même, La République aveuglée. Ouais. Parce qu'on est dans l'actualité. J'espère que cette vraie colère va durer et qu'elle va aboutir à quelque chose, et que tous ceux qui courbent les chines vont pouvoir se débarrasser, je dis bien se débarrasser, de ces gens intouchables qui les méprisent et qui les privent tout simplement du droit d'exister. Raquel, t'as gagné. Bravo, Raquel. C'est pas moi qui ai gagné, c'est Jérôme. Jérôme, est-ce que tu pourras le garder l'œil? T'es pas sûr? Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être t'enlever l'œil? C'est ce qu'on est en train de travailler dessus. Ouais. Voilà, faut pas qu'il s'atrophie, faut pas l'enlever.
Voilà. C'est mon identité, c'est mon visage, c'est ce que je regarde, c'est ce que je regardais chaque matin et c'est ça qui m'a fait le plus chier, d'accord. La deuxième chose, c'est que ma gamine a vu ça en direct à la télé. Ouais. Maintenant, je ne veux pas être un symbole des blessés, parce que pour l'anecdote, Jean-Marc, que vous aviez reçu il y a 4 ou 5 semaines, j'y avais participé avec votre journaliste à faire en sorte qu'il puisse venir sur le plateau. Et je l'avais rencontré ici avec vous. Puis 5 semaines après, c'est moi qui me retrouve à sa place. Donc c'est devenu un frère d'armes et un frère de tristesse, malheureusement, parce que lui, pour le coup, on lui a enlevé il y a 2 semaines son œil. Voilà. Merci en tous les cas, Jérôme, merci d'être venu. On t'aime. Voilà, c'était les unes de la semaine. Rendez-vous après la pub avec Patrick Sébastien dans Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. À tout de suite. Go down. Bonsoir les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, Patrick Sébastien. Faut-il rouvrir les maisons closes? C'est la battle de la semaine avec la militante féministe Solveig Alloin et le député La République En Marche, Ludovic Mendès. Il dénonce l'homophobie dans les quartiers. Lies Alloin nous racontera son combat. L'ex-star du judo, David Douillet, et la journaliste Sandy Heribert sont au volant d'une nouvelle émission sur l'automobile. Ils viendront nous en parler. Et aussi, bien sûr, les terriens de Tanguy Bastion. Et toujours, les 6 mercenaires. La grande rousse avec une chemise grise, Natacha Polony. Pour détourner un avion, faut être devant, elle est là. Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire. Tête à classe, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles-William Goldnadel. La belle gueule qui compte pas la fermer. Notre petit reporter, Pierre Licia. Notre invité, Patrick Sébastien. Alors, Patrick, votre slogan, vous avez un slogan. Il est capable de mettre une ambiance de feu dans le funérarium de Roubaix un soir de pluie. Sûr? Sûrement. Et vous avez un sampleur. You will survive. Ouais, bien sûr. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Alors, le thème de la battle de la semaine ce soir, c'est « Faut-il rouvrir les maisons closes ?» Ils vont se battre sur ce sujet? Ils vont débattre, en tous les cas. Je ne sais pas s'ils vont se battre, mais ils vont débattre. Avec Solveig Alloin et Ludovic Mendès. Solveig Alloin, bonsoir. Donc vous êtes militante féministe, abolitionniste, dites-vous, de l'esclavage sexuel. Bienvenue parmi nous, merci. Ludovic Mendès, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription de Moselle et vous travaillez sur le dossier de la prostitution. Alors, faut-il rouvrir les maisons closes pour poser les enjeux? L'édito de Blacko, Magnéto Serge. Puisque le grand débat national est l'occasion de discuter de tout sans tabou, Ludovic Mendès, député En Marche de Moselle, veut relancer le débat sur la prostitution et pourquoi pas celui sur la réouverture des maisons closes. En 2016, la France a pourtant décidé de pénaliser les clients des prostituées. Mais était-ce vraiment la bonne solution? En tout cas, d'autres pays européens n'ont pas fait le même choix. En Allemagne ou aux Pays-Bas, on considère que c'est impossible de supprimer la prostitution. On préfère l'autoriser pour pouvoir mieux l'encadrer. Résultat,
En Allemagne, les maisons closes ont pignon sur rue et les prostituées y trouvent de meilleures conditions que si elles travaillaient dans la clandestinité. Il n'y a pas de discussion possible. Je ne travaillerai jamais dans la rue. Je sais qu'en cas de problème, il y a toujours quelqu'un pour me venir en aide. En pénalisant les clients, la France n'a pas forcément rendu service aux prostituées. Selon une étude de Médecins du Monde, 88% des travailleurs du sexe sont opposés à cette loi. Alors ça suffit maintenant de raconter que soi-disant la loi est là pour nous protéger. En effet, comme les clients prennent plus de risques, ils sont en position de force pour imposer leurs conditions. J'ai du mal à imposer le port de la capote, donc ça m'arrive de le faire malheureusement sans préservatif. Donc effectivement, au niveau des infections du MST, c'est une catastrophe. Face à cette dégradation des conditions de vie des prostituées, une députée En Marche du Var a même proposé de rouvrir les maisons closes. Oui, c'est vrai que ça serait peut-être une solution souhaitable parce qu'on pourrait au moins garantir les règles d'hygiène et de sécurité, ce qui n'est pas du tout le cas là. Le problème, c'est que légaliser la prostitution, ça encourage son développement. En effet, il y a 350 000 prostituées en Allemagne, soit 10 fois plus qu'en France. C'est pourquoi la France a préféré s'inspirer de la Suède, où depuis que les clients sont pénalisés, le nombre de prostituées a baissé de moitié en 10 ans. En fait, l'ultime objectif de la loi française, c'est d'abolir la prostitution. Début février, cette loi a été définitivement validée par le Conseil constitutionnel. Quant à savoir si c'était vraiment la meilleure décision, le débat reste ouvert. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Merci à tous les deux. Alors, finalement, est-ce que la loi qui pénalise les clients est réellement appliquée? Non, elle n'est pas appliquée, elle va l'être de plus en plus. Maintenant, une passe est un viol. Donc, on va aller plus loin que de le pénaliser, on va le criminaliser et on va abolir universellement l'esclavage sexuel des femmes, le sexclavage, parce que sans ce changement fondamental de société, de civilisation, aucun espoir d'émancipation des femmes et de sortie de l'hégémonie, de la domination masculine qui tire profit de la torture génitale des femmes. Nous n'allons pas que faire un chantier réformiste, nous allons faire un chantier révolutionnaire, nous passons à l'action directe pour libérer les milliers de victimes qui agonisent dans les camps de viol d'Espagne, d'Allemagne et qui sont prisonnières des bordels, des maisons closes. Et d'ailleurs, tout votre film que vous venez de passer est un film de propagande, rien n'est vrai. Pour ouvrir les maisons closes, il faudrait qu'elles aient fermé. Elles n'ont jamais fermé. Nous toutes, nous ne laisserons pas faire. Solveig, excusez-moi, mais pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous me criez dessus? Oui, alors d'abord pourquoi je crie? Parce que les femmes sont silenciées. Donc on a un rapport au calme de la parole qui n'est pas le même. Non, ne parlez pas en mon nom, moi je me sens pas silenciée. Non, mais, oui, non, mais quand on collabore, on lui a dit que tu entendais mal. Ah bon. Ludovic Mendès, donc vous étudiez la question en disant voilà comment ça pourrait se passer. C'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de pays où les maisons closes sont légalisées, donc c'est pas un problème. Comment vous allez vous y prendre? En faisant déjà, on va dire, une tournée au niveau national, parce qu'il y a eu depuis la loi de 2016, il y a des comités départementaux qui ont dû être mis en place par les préfectures, par les associations de lutte contre la prostitution et les associations d'accompagnement social. Donc savoir déjà si elles sont bien mises en place, si elles fonctionnent et combien de personnes elles ont pu accompagner. À partir de là, c'est de se rendre compte comment ça fonctionne, parce qu'on nous explique que il y a des personnes qui sont volontaires, entre guillemets, malheureux, je pourrais dire des fois malheureusement parce que c'est pour des raisons d'argent, d'autres qui le sont volontaires parce qu'elles ont envie de le faire, et d'autres malheureusement qui sont contraintes. Et c'est là qu'on doit lutter sur la contrainte, ces personnes qui sont exploitées par des mafias, par des raisons... D'accord, mais là-dessus je pense que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que les femmes qui sont contraintes à faire ça et qui sont esclavagisées par des proxénètes, évidemment, ça ne satisfait personne. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des femmes qui ont envie de faire ça, et pourquoi les empêcher, c'est ça? Alors, c'est pas ce que je dis juste qu'on a rencontré des personnes qui disent moi j'ai choisi de le faire. Des hommes, des femmes et des transgenres. C'est pas simplement des femmes. Il n'y a pas de propagande là-dedans, c'est des personnes que j'ai rencontrées, on va en rencontrer encore d'autres. Payées par les proxénètes. On va en rencontrer d'autres, et au-delà de ça, on a un vrai débat sur le proxénétisme. C'est-à-dire que le proxénète, c'est pas simplement la personne qui va... la loi encadre mal le proxénétisme. Une personne qui est chauffeur de taxi, qui emmène une prostituée ou un prostitué et qui est payé avec l'argent de la prostitution est considéré comme un proxénète. Il y a certaines filles et hommes qui s'étaient organisés pour avoir un vigile devant un immeuble. Il était considéré comme proxénète. Il touchait de l'argent, en fait, de la prostitution. Donc il faudrait peut-être repenser aussi ce proxénétisme et voir comment il est adapté à la réalité du terrain.
Mais la loi n'est pas appliquée aujourd'hui, la loi. Si, la loi est appliquée. Il y a, Non, absolument pas mal pas. de clients qui ont été pénalisés. Ah bon? On prend sur Paris, c'est plus de 1000 clients l'année dernière. Par contre, il faut voir si la loi est bien appliquée. Au-delà de la pénalisation et la loi qui est bien appliquée, c'est qu'on a des personnes aussi qui ont été violentées très fortement. Moi, dans mon département de Moselle, il y a eu un jugement il n'y a pas si longtemps que ça de 2 personnes qui ont violenté 27 prostituées sur le territoire mosellan. On a un prostitué transgenre qui a été tué l'année dernière dans le bois de Boulogne à Paris, l'année dernière. Donc il y a trop de violence et il y a de plus en plus de violence et ça devient de plus en plus précaire au niveau sécuritaire, social et oui, sanitaire. c'est mal organisé, c'est ce que vous dites. France, vous voulez... J'ai pas envie de défendre la prostitution, mais il y a toujours de la prostitution. C'est-à-dire, on voit très bien dans les pays où la prostitution est interdite et où les policiers ne sont pas manchots, je pense par exemple à la Chine ou à l'Arabie Saoudite, la prostitution continue comme avant. C'est une sorte de donnée permanente. On n'a pas le droit d'être fataliste. Il y a des femmes qui sont en mais c'est train pas du fatalisme, il faut les aider après. d'agoniser sous les coups des prostitueurs, puisque en fait, on ne peut pas encadrer la prostitution, puisque c'est la prostitution qui est la violence. On ne peut pas réformer l'esclavage, ça s'abolit, et nous allons rentrer dans le processus de l'abolition. Mais absolument pas. Mais bien sûr, ce sera encore pire. Mais absolument pas. Solveig, plus on légalise une violence, plus on l'amplifie. C'est quand même simple à comprendre. Solveig, on a compris. Non mais pardon, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Ah mais oui. Je suis une femme, monsieur. Mais non, mais vous n'êtes pas une prostituée. Une passe est un viol. La plupart des femmes connaissent ce que c'est que le viol. On sait très bien de quoi on parle. Moi, en tant qu'avocat, j'ai défendu des prostituées. Ces prostituées n'avaient pas de proxénète. Elles ne vivaient pas dans la misère. Elles étaient très heureuses de se prostituer. Elles ne demandaient qu'une seule chose, c'est de continuer à se prostituer tranquillement. Menteur. Or, cette loi, j'ai pas fini. Or, cette loi est une loi criminogène. Elle oblige maintenant les filles à se cacher et elle favorise les salauds de proxénètes qui torturent et qui obligent les filles, souvent des étrangères, à se prostituer. Donc, par conséquent, cette loi est encore plus terrible que lorsque... C'est totalement faux. Les survivantes le disent. Invitez les survivantes, vous plaisantez ou quoi? Non, je des plaisante. centaines de témoignages qui disent l'inverse. Attendez. Natacha Polony, Raquel Garrido. Natacha d'abord. Je ne suis pas particulièrement fascinée par les érosenteurs allemands. Je pense que c'est une horreur. Et je suis un peu gênée quand on parle de réouverture des maisons closes, dans la mesure où je pense qu'on s'imagine le bon vieux retour de la maison close à l'ancienne, etc. Voilà. Alors qu'en fait, on va se retrouver en effet avec les usines à prostitution allemandes. Ça, là-dessus, vous avez Donc, raison. je pense qu'il faut quand même rétablir ça. C'est vrai. Après, ça ne m'empêche pas d'être profondément horrifiée par votre discours qui établit des équivalences de façon hallucinante. C'est-à-dire, en gros, d'abord, vous nous englobez, nous, toutes les femmes, dans votre discours. Oui, nous sommes une classe opprimée. Oui. Non, nous ne sommes pas du tout une classe opprimée. Eh bien, si, Madame Polony. Et on ne gagne pas un combat en faisant des généralités et en mêlant les problèmes entre eux. Raquel Garrido. On touche en fait à une question fondamentale qui est celle de la liberté et de ses bornes. Tout n'est pas permis. En France, par exemple, j'ai pas le droit de vendre mon bras, j'ai pas le droit de vendre mes organes, il y a des limites. Ouais. Donc, pour libéral que soit l'idée de l'émancipation par la sexualité, etc., et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, je suis pas prude, je suis pas conservatrice, je suis pas pour dire « ah, le sexe c'est mal », etc. Je suis pas d'accord non plus pour que la contractualisation de l'acte sexuel soit banalisée. Et la preuve en est, c'est que j'ai 3 filles, je ne serais pas d'accord pour que mes filles deviennent prostituées. Et comme je ne suis pas d'accord pour que mes filles soient prostituées, je ne suis pas non plus partisane que les filles des autres soient prostituées. Et si j'avais un garçon, je lui interdirais formellement de recourir à ce comportement de clientèle qui consiste que parce qu'il sort son billet, et si ton fils voulait se prostituer? Eh bien justement, le client serait toujours un homme. Le client serait toujours un homme. 100% des clients sont des hommes. C'est un esclavage. Bien, alors, Ludovic, à vous. Est-ce que vous pensez, Ludovic, que dans un pays, un jour, on pourra interdire complètement qu'il n'y ait plus de prostitution? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, l'abolition, c'est déjà mis en place, on parlait de la Suède tout à l'heure, mais au-delà de ça, interdire, arrêter la prostitution, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on essaye et que ça ne fonctionne pas. On n'a pas essayé encore. Au-delà de ça, il y a un vrai débat. C'est un sujet qui est compliqué, parce que dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on est toujours là pour ouvrir, pour libéraliser. C'est pas obligatoirement ça, c'est de dire quelle est la situation réelle en France. On parle de 35 000, ce sont des chiffres estimés. On n'est même pas sûr que ce soit les bons chiffres au niveau national, parce que vu qu'on ne suit pas les prostituées, il n'y a pas de statut de la prostituée ou du prostitué aujourd'hui en France, on ne peut pas suivre la réalité du terrain, et on a beaucoup de personnes qui sont dans la clandestinité, qui sont cachées dans des caves, qui sont cachées dans des bois,
et qui sont exploitées par des proxénètes. Par contre, si elle décide de faire le choix, c'est la question qu'on doit se poser. Voilà, c'est là la question. À un moment, entre l'un et l'autre. Pourquoi vous ne pouvez pas lutter contre les violences faites aux transgenres et aux femmes prostituées tout en voulant être abolitionniste? Pourquoi est-ce qu'absolument il faut sortir l'argument en interdisant la prostitution, la marginalisme? Je ne mets aucun cadre. C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre. Je ne mets aucun cadre. Je dis juste qu'à partir de ces 6 mois de travaux qu'on va mener avec 2-3 collègues pour aller se déplacer sur le territoire national et à l'étranger pour voir comment ça marche. J'étais à Amsterdam, je suis désolé, mais moi, des femmes dans des vitrines, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. C'est justement la marchandisation du corps de la femme. Et ça, ce n'est pas tolérable non plus. Donc il y a un vrai débat à poser sur comment ça fonctionne. C'est d'en faire la promotion. J'en fais pas la promotion. Ah bon, je parle justement, est-ce que la loi est bien appliquée? Est-ce que la loi fonctionne? Ou est-ce que la loi met en danger des personnes sur le territoire national? Patrick, moi je connais bien ce sujet-là et que c'est un débat qui mérite d'être fait avec calme, mesure, sans haine et sans a priori. Vous n'évacuerez pas la colère de la situation, monsieur. Oui, madame, La situation est effroyable. Tout ce que vous voulez. Et je voudrais qu'une survivante puisse s'exprimer parce que là, comme disait, les survivantes disent ce n'est pas un débat. Hein. Elles sont en train de mourir là, actuellement, pendant qu'on parle. Donc il faudrait qu'on entende la parole, cette parole-là. La loi de 2016 n'est peut-être pas adaptée. Alors la loi Belkacem maintenant. La loi de 2016 n'est peut-être pas adaptée parce que normalement il y a un processus de sortie de la prostitution dans la loi. Mais c'est pas avec 300 € et un logement en HLM qu'on va pouvoir les sortir de la prostitution. Il faudrait peut-être réadapter la loi avec une réalité, c'est comment on fait formation, travail, accompagnement social, insertion dans la société. Une société inclusive. Il y a des HLM qui sont donnés. Mais oui. On a les chiffres là-dessus. Alors, on n'a pas les chiffres, justement, c'est le travail qu'on va mener au niveau de tous les départements qui ont mis en place cette commission pour avoir toutes les informations. Mais les chiffres qu'on a, c'est environ 3 par département. En gros, c'est très faible. On parle de 35 000 estimés, donc on peut aller au-delà. Et c'est là la question qu'on doit se poser. Et maintenant, ça fait plus sur les maisons closes ou dans les appartements. 62% du business, entre guillemets, se passe sur Internet. Ouais. Oui, mais c'est alors, Monia, un mot. Oui, en fait, là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Solveig Galloin, je vous ai observé, je vous ai vu défendre les femmes, je vous ai vu défendre les animaux avec la même ferveur. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas dialoguer avec vous parce que vous êtes une radicale, mais moi je pense qu'on ne peut pas dialoguer avec vous parce que vous faites un monologue. Et pourquoi vous faites un monologue? Parce que c'est du théâtre, parce que vous êtes une comédienne, vous êtes une dramaturge. Je vous observe depuis tout à l'heure, vous faites la dramaturge quand vous descendez les escaliers, quand vous regardez la caméra, c'est un regard de professionnel. Quand vous jouez avec vos vêtements, c'est un costume. Votre discours, c'est du dialogue, c'est du théâtre. J'ai fait une recherche sur votre filmographie, j'ai trouvé que vous n'avez joué que dans un film, en 2012. Le film s'appelle Où naissent les statues. Alors ma question, elle est simple. Pardon, je ne connais pas ce film. Où naissent les statues. Il y a votre nom sur l'affiche. Il y a votre nom sur... Voilà, vous avez joué en 2012. Où naissent quoi? C'est sur IMDb, allez chercher, il y a votre nom sur l'affiche du film. Alors peut-être que vous avez joué un film dans un film. Ah non, c'est pas... J'ai une question très simple. Non, mais attendez, est-ce que finalement, être militante, c'est pas votre meilleur rôle? Alors d'abord, je ne suis pas militante, je suis activiste politique, féministe, résistante, contrairement à... Et en fait, vous voyez ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'en fait, les femmes qui ont la tête dans le guidon, comme je l'ai été dans le passé, elles ne peuvent pas parler. Donc effectivement, pour pouvoir parler, pour pouvoir articuler un langage, il faut pouvoir s'extraire de soi et être en représentation, comme vous l'êtes tous ici, vous y compris. On fait dans le dialogue et dans l'écoute. Non, mais attendez, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous voulez sans dire menteur. Il faut que les femmes arrêtent d'être en colère poliment. J'ai enquêté, je suis restée 3 semaines dans une maison close en Suisse. J'ai sympathisé avec de nombreuses prostituées. J'y suis allée parce que je suis féministe, avec un a priori en me disant elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises, elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier. Allons au bout, allons tous maintenant, tout de suite, sucer 60 bits dans un box de cheval et on va voir si c'est un métier. Il n'y a aucun lien. C'est impossible. Laissez-moi terminer mon propos. Vous connaissez. Laissez-moi terminer mon propos. Une passe, c'est une violence inouïe. Une passe, c'est une violence inouïe. Quand on aura fini la dramaturgie, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas de la dramaturgie. C'est de la dramaturgie. C'est vous qui êtes une menteuse. C'est vous qui édulcorez la réalité de la situation. Du sang dans la pièce. Est-ce que vous pouvez faire ce que fait une prostituée une seule journée? Oui ou non? Mais attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, sinon, arrêtez de débattre. Non, mais arrêtez. Thierry, donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces prostituées, je les ai rencontrées, je leur ai dit, mais si on ouvre les maisons closes, qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'ont dit, arrêtez de fantasmer sur les maisons closes des années 40. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste travailler à plusieurs, parce qu'on ne veut pas de patron, on ne veut pas de Mac. Parce qu'ouvrir une maison close, c'est avoir une Madame Claude, donc avoir un proxénète. On voudrait juste travailler en freelance. Voilà. Ce qu'on peut dire,
Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous êtes deux femmes, vous avez un avis différent, Absolument. chacun a un avis différent. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, vous l'avez bien compris. Pas de moi, il s'agit de millions de femmes à travers le monde. Bien sûr. Millions, Voilà. présentez Et pas maintenant, les je vais millions de laisser le femmes, mot de la rassurez-vous. fin à Ludovic, parce que c'est un député, il s'intéresse au problème. Criminel. Pardon? C'est un criminel. Ludovic, Oui, il n'a pas la tête. Il est pour la légalisation du proxénétisme, où l'argent passera d'homme en homme, en piétinant les femmes, leur dignité, en les Il n'a pas une torturant. tête de criminel. Non, pas du tout. Ça veut rien dire, Non, ça. Ludovic. Je vais juste en profiter, justement, si vous avez des cas concrets de personnes qui ont des histoires à raconter. Oui, là. Non, mais attendez, je veux les rencontrer, justement, pour qu'on puisse, nous faire aussi notre avis en tant que législateur, de dire est-ce que ça Vous fonctionne, ça présentez, la fonctionne. loi vient de passer, les auditeurs étaient Madame, faits, la voilà. date de 2016, Vous on êtes est une nouvelle infatigable. majorité, c'est Vous notre voulez travail. industrialiser Si je peux juste terminer ma phrase, je vous offre... Laissez-le parler. Je vous propose de me présenter des personnes qui ont des choses à raconter parce qu'on sait qu'il y a des personnes maltraitées et malheureusement qui ne portent pas plainte parce qu'à cause du proxénétisme, parce qu'elles n'ont pas de papier, pour différentes raisons. À partir de là, mon travail de législateur, c'est de les écouter et de faire un rapport Voilà, derrière une bonne sur la volonté. réalité des terrains. Voilà. Du terrain. Et là, je vous offre... Et voilà, c'est la fin. Solveig Alloin, Ludovic Mendes, merci d'avoir été avec nous. Courage, camarades. Et voilà, c'était la battle de la semaine. T'as vu ça? Ce qui est dommage, c'est que dans ce qu'elle dit, il y a des choses qui sont vraies et que ça nuit, que sa manière de faire les choses nuit à cette cause-là, qui est vraiment une cause défendable, où il y a des abus, effectivement. C'est pas, encore une fois, c'est pas manichéen. Il n'y a pas les salauds d'hommes et les gentilles femmes, c'est pas vrai. Mais c'est dommage, parce que ça fait plus de mal que du bien à cette cause qui mérite d'être défendue. Parce que j'ai des copines qui en ont chié vraiment, parce que je connais ça par cœur, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement, il faut démonter les salopards de proxénètes, effectivement. Moi, j'en parle sur scène. J'en parle sur scène très rapidement. Qu'est-ce que tu dis dans ton spectacle? Moi, ce que je dis sur scène, Ouais. je dis, si on doit mettre en tôle tous les mecs qui vont aux putes, il va falloir fermer le Sénat. Et peut-être même l'Assemblée nationale et même l'archevêché de Prague. Patrick, Sébastien, vous restez avec nous. On va parler d'un garçon qui s'appelle Lies Alouane, qui est gay. Il vit en banlieue, il est victime d'agressions quotidiennes et il a décidé de médiatiser son combat contre l'homophobie. Pierre Licia, notre petit reporter, est allé le rencontrer. Magnéto, Serge. En France, un homosexuel est agressé toutes les 33 heures. Les actes homophobes sont en nette recrudescence. En banlieue, la situation est pire que tout. J'ai rencontré Lies, 23 ans, qui se bat pour faire sauter ce tabou. Salut Lies. Salut. Merci de nous recevoir. Dans un reportage de France 2, on te voit te faire agresser, te faire rouer de coups, te faire insulter. Hey, tu me touches pas! Tu me touches pas! Tu me touches pas! Tu me touches pas! Là, je me suis dit, non, c'est bon. Ça a été vraiment le déclic pour que je fuis Gennevilliers. Tu te faisais agresser combien de fois quand tu étais à Gennevilliers? C'était au minimum 3 à 4 agressions par semaine. Beaucoup de menaces, beaucoup me disent tu nous fais honte. Qui nous? Par exemple, des personnes qui sont maghrébines, qui me disent ce que tu fais c'est haram, on va te tuer. Je recevais des bouteilles de bière, des crachats à la figure, des jeunes qui me suivaient avec une arme factice. J'ai par exemple une vidéo où c'était quand je rentrais chez moi. Il y avait un jeune en fait qui me suivait. Il se rapproche de moi et là. Tu m'as dit quoi? Espèce de gay. Quoi? C'est tout? Tu m'as dit que ça? Ouais, espèce de gay. Et pourquoi tu me dis ça? Et t'as pas honte d'être gay? Non, j'ai pas honte. Non. T'as déposé plainte combien de fois? Alors j'ai déposé une quinzaine de plaintes environ. Et on me disait pourquoi tu déposes plainte tout le temps? Tu vois bien que tes plaintes sont tout le temps classées sans suite, ça sert à rien. J'ai été très mal accueilli. Même une fois j'ai pleuré au commissariat parce qu'ils ont refusé de prendre ma plainte. On m'a même déjà dit pourquoi t'es passé par là? Est-ce que c'est pas toi qui provoque? Les jeunes de mon quartier, ils veulent pas que je passe sur leur territoire entre guillemets. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. On est en France, je suis dans mon droit, c'est pas à moi de baisser la tête, c'est pas à moi d'avoir peur parce que je suis homosexuel. Il y a plein d'homosexuels qui, eux, se cachent, voilà, n'ont pas fait leur coming out auprès de leur famille, de leur entourage. Comment ta famille a réagi?
très mal. Ma famille est de confession musulmane, je suis d'origine maghrébine, donc on me disait souvent tu vas aller en enfer. Ma famille qui m'a ramené un exorciste pour que ce mal soit retiré de mon corps. Ma mère qui me disait j'aurais jamais gardé un enfant comme ça. Il faut savoir que les mots, ça reste. Pour continuer à en parler, j'accueille Lies Alouane. Bienvenue parmi nous. Lies Alouane, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est l'heure du témoin de la semaine. Bonsoir Lies, merci beaucoup d'être là ce soir. Il faut beaucoup de courage pour accepter de témoigner, pour accepter de dénoncer justement ce tabou de l'homophobie en banlieue, pour briser cette omerta comme tu le fais. Ce combat que tu mènes dépasse ton propre cas personnel parce qu'il y a des milliers de jeunes comme toi qui souffrent de cela dans ces quartiers-là, en banlieue. Pourtant, tu es l'un des seuls à témoigner à visage découvert. Pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça? C'est difficile parce que d'une part, il y a la famille qu'on ne veut pas perdre, parce que clairement, les conséquences sont lourdes au niveau familial, au niveau des amis. Beaucoup vont par la suite tourner le dos à la personne qui a fait son coming out. Voilà, c'est dramatique et moi, je refuse de me calfeutrer. Pour moi, je suis dans mon droit. Voilà, comme je l'ai dit dans le reportage, nous sommes en France. Il y a une loi, je respecte la loi. Donc, c'est pas à moi d'avoir honte, c'est pas à moi de baisser la tête, c'est plutôt aux homophobes. Et tu as raison. De baisser la tête et d'avoir honte. Et ça, c'est... Et tu as raison. Justement, cette semaine, la procureure de Nanterre a classé sans suite une de tes plaintes. Et c'est malheureusement, tu le dis dans le sujet, c'est pas la première plainte qui est classée sans suite. Tu as d'ailleurs pris l'habitude de toujours avoir un téléphone portable à la main quand tu es dans la rue, au cas où tu sois agressé pour pouvoir filmer ça. Malgré ça, la justice continue à être, semble-t-il, totalement inefficace pour punir tout ça. Tout à fait. Comment tu l'expliques? Alors, quand mon quotidien, mon calvaire, mon oppression a commencé, donc 3 à 4 agressions par semaine, je déposais plainte, mes plaintes étaient classées sans suite les unes après les autres. Donc, j'ai rencontré un agent de police qui m'a conseillé d'enregistrer pour avoir des preuves vidéo afin qu'il n'y ait plus parole contre parole. Donc, il y avait une preuve vidéo, mon agresseur a reconnu les faits, mais la procureure a quand même classé la plainte sans suite parce que la police n'a pas respecté les délais, il y a eu prescription. Oh, quel scandale, mais quel scandale. Lies, tu dénonces la banalisation des discours homophobes dans certaines familles de culture musulmane, notamment dans ces quartiers-là de banlieue, où les enfants apprennent dès le plus jeune âge à détester les homosexuels. Ça a été le cas dans ta famille? Moi, ma famille est de confession musulmane, donc je parle pour mon cas. Pratiquant pour certains, pour d'autres non. Donc, il y a eu une pédagogie, si vous voulez, qui est une pédagogie homophobe, mais pas que homophobe. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans ta famille? Il y a eu aussi des propos antisémites. Il y a eu aussi des propos antisémites. Moi, je parle aujourd'hui de mes propos, pour moi, mes propos pour ma cause, mais même si ces deux causes se rejoignent, on voit qu'après la vague d'agressions LGBT-phobes, il y a aussi une vague totalement absurde d'actes antisémites. Et moi, dans ma famille et dans beaucoup d'autres familles que j'ai pu côtoyer, j'ai vu qu'il y avait un discours homophobe, un discours de plusieurs années dans toute l'enfance. Et ce n'est pas les 1 heure de pédagogie scolaire qui vont suffire, quoi. Quand on sait que pendant des mois et des mois, on entend des choses horribles sur nous-mêmes. Donc en fait, notre famille nous apprend à se détester nous-mêmes. En fait, on s'aime pas, on s'autodétruit. Et malheureusement, pour l'instant, les pouvoirs publics, ça bouge pas assez. Et c'est pour ça que je milite et que je continuerai à militer jusqu'au bout. Partout, même dans ma ville en l'occurrence, et que je continuerai de prendre des initiatives parce que tous les territoires doivent être libres. Je veux juste te dire que le problème se pose en banlieue, mais
dans la province profonde. C'est terrible ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on laisse faire? Mais partout. Partout. L'homophobie, c'est un Et moi, j'ai encore beaucoup de chance. Je voudrais juste quand même mettre un petit bémol qu'on ne pense pas que c'est la culture musulmane qui enseigne l'homophobie et l'antisémitisme. C'est important de le dire parce que mes parents j'ai été éduquée dans une famille musulmane. Il y a plus d'homosexuels que d'hétéros dans ma famille et on n'est absolument pas... Ce n'est pas l'apanage des musulmans d'être antisémite. Et je voulais juste dire que l'homophobie est un fléau, mais c'est un fléau pas seulement en banlieue, mais c'est un fléau, comme vous disiez, en province, c'est un fléau dans Paris. Le problème, c'est que l'homophobie, ça n'a pas de frontières, c'est partout, et c'est un vrai problème. Lies, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bravo pour ton combat. Patrick Sébastien, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle. Avant que j'oublie, et au Théâtre de Jazé à Paris du 23 au 27 avril. Du 23 au 27 avril à De Jazé. On se retrouve après la pub avec le zapping de Carla, le champion David Douillet et la journaliste Sandy Héribert. À tout de suite. Bonsoir l'éternel dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, on boit, nous on danse ça. Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. François-Olivier Gisbert. Gilles William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et notre petit reporter Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Attention, direction les États-Unis, Serge. Extraordinaire, non? C'est Biggie Elliott. Biggie Elliott, très bien. Il faut quand même préciser que cette personne, elle s'appelle Lizzie O'Hell et elle danse incroyablement comme ça depuis ses 5 ans. Oui. Elle a une grâce absolument incroyable, c'est vrai. Ah, oui. Ouais, c'est une belle grâce. Oh non, t'as pas le droit à ça. Non, mais je parlais de la grâce. Bon, d'accord. Et oh, le syndicat des maigrichonnes, là. Je suis pas maigrichonne, ma chérie. Ça va 2 secondes. Hein. Le syndicat des maigrichonnes. Alors, je voudrais juste dire, je ne suis pas maigrichonne. Faut manger, ma fille, faut manger Je fais partie du syndicat de la gaine et Natacha sait de quoi je parle. Pourquoi tu portes une gaine? Mais parce qu'en fait, ce sont mes prothèses, ma mère, qui ont glissé et ça me fait débourrer. J'ai entendu l'autre jour Nora Hamzaoui sortir cette chose extraordinaire. Un petit enfant lui demande « Mais dis-moi Nora, c'est quoi une gaine ?» Eh bien, tu vois la languette sur le flambi. Eh bien, quand tu l'enlèves... C'est exactement ça. Direction les États-Unis, Serge. Al igual que varios.
Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch no wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean cost more than your rent. Ooh, your mom still live in the tent. Yeah, still. Oh là là. Ce cadeau d'anniversaire incroyable. Ouais, on est supposé être choqués et trouver ça lamentable. Non. Bon, c'est triste, quoi, parce que c'est triste. Ces Kardashians, ils sont terriblement tristes, c'est affreux, quoi. Ah oui, c'est pareil. Bah oui, c'est une évolution de la société juste atroce. Mais enfin, il y a eu ça dans tous les siècles. Hein, le petit sac à main taille 1 an, il faut avouer mais que c'est c'est famille quand même Kardashian. délicieux de vulgarité. Oui. Ouais, mais c'est du Kardashian, quoi. Ce sont aussi des produits français. Il y a aussi une certaine évolution du luxe français qui vient des métiers d'artisanat et qui aujourd'hui, parce qu'il y a une clientèle oligarchique russe ou autre, se met à fabriquer du n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire, regarde, au niveau, je prends un autre exemple, l'horlogerie. L'horlogerie magnifique, précise, tu peux toi concevoir qu'elle soit chère. Mais aujourd'hui, comme c'est pas assez cher pour cette clientèle qui accumule les 26 mecs plus riches du monde, je rappelle, possèdent autant que 3,8 milliards de gens sur la planète. Petite fille, et ben voilà. Elle fait partie de la famille de Kardashian. C'est juste. Non, mais tu vois, quand Jacqueline Moreau dit mais vous faites quoi du pognon? Ben voilà, ils en font ça. Direction la Chine. Колбасит соло, колбасер по пояс голый. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит соло. Бочка бас колбасит соло. Бочка бас колбасит соло. Бочка бас колбасит соло. Колбасер по пояс голый. Бочка. Enfin bon, si pour moins passer de temps devant les écrans, il faut faire ce genre de conneries qui n'a rien à voir avec la danse. La danse, c'est joyeux, ça part dans tous les sens et tout. Natacha? Ils peuvent aussi faire d'autres choses dans la cour et ils ne seront pas non plus devant les écrans. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils font cette chorégraphie qu'ils ne sont pas devant les écrans. C'est absolument aberrant comme conception. En revanche, leur apprendre peut-être à regarder autour d'eux, à lire, à observer le monde, ça me semblerait un peu plus intéressant que de leur apprendre une chorégraphie qui est... Pardon, je termine. C'est surtout... C'est de la gym, c'est du sport aussi. Natacha, la parole est à Natacha. Cette chorégraphie correspond exactement à ce que les enfants regardent sur des écrans. Et donc, ça ne les incite absolument pas à se détacher vers autre chose. Ça ne les dépayse pas. Ça fait partie de tout ce qu'ils peuvent voir. Je suis pas convaincu. Enfin, moi, j'aime bien voir des enfants heureux. Je trouve ça bizarre. Non, mais ça, évidemment, ils sont tous en train de rigoler. Ils sont tous habillés pareil, ils sont tous... Ah oui, mais à l'école, on a le droit d'avoir un uniforme. Franchement, je suis pas choqué. Est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin? Absolument. Comment ils nous ont mis les Chinois 100-0 avec cette danse coordonnée qu'ils étaient... Bon, en réalité, le fait de faire des choses individuellement et de s'affirmer dans sa singularité, il y a des aspects jouissifs à ça, mais faire des choses coordonnées avec les autres, où on fait corps, ça peut aussi être jouissif. Ça sert. C'est un art, c'est un art. Bravo Raquel. La direction des États-Unis maintenant. Serge. Pour vous, ça. Ça va pas être facile à plaider. Hein. Ouais, ah ouais. Filouterie. Non, là, je le sens pas, le dossier. Pas le client. Je veux bien le prendre quand même. Faut bien vivre, mais je le sens pas. Je serais pas payé au pourcentage. Ah oui, c'est ça. Ah non. Même quand Gisbert est tombé, c'était plus réaliste. Non, mais il faut avoir conscience que nous sommes filmés en permanence. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On fait pas tous des sextapes comme ça. Y compris maintenant. Ouais. C'était le Jabin littéraire. Et maintenant, j'accueille la superstar du judo
David Douillet et la journaliste Sandy Héribert. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. D'abord, première chose, bon anniversaire David. Oh, merci. 50, ça va. 50. Anniversaire. Anniversaire David. Là, c'est faux. Alors, comme tous les invités de l'émission, David Douillet, vous avez un slogan. Il a troqué sa ceinture noire contre une ceinture de sécurité. Ça va? Pas mal. Et votre sampleur aussi. Drive My Car, évidemment, parce que vous présentez chaque jeudi avec Sandy à 19h l'émission Sans se braquer sur Automoto, la chaîne. Une émission pour tous les passionnés de bagnoles, de caisses ou de voitures. Alors, vous avez plusieurs vies, David. Hein? Oui. Beaucoup de vies, mais vous connaît-on vraiment, en fait? Je sais pas, on va voir. Voici votre portrait par Stéphane Blakowski. Magnéto, Serge. 1969, David Douillet naît à Rouen. Ses parents se séparent avant sa naissance et il sera élevé par sa grand-mère. À 11 ans, David mesure 1m80 et pèse 80 kg. Au collège, il est complexé par son physique, mais au judo, ça devient un avantage. Repéré à 17 ans, il part s'entraîner à Paris. À 19 ans, il devient champion de France junior, puis champion de France senior en 91. David Douillet, il veut être le meilleur et il veut être champion olympique. 1993, ça y est, David Douillet devient champion du monde de judo, catégorie poids lourd. En 95, il conserve son titre, puis en 96, il remporte la médaille d'or au JO d'Atlanta. Douillet devient une star. À Tokyo, en 6 secondes, j'ai mis à terre. Il entre dans le Larousse et au musée Grévin. En 97, malgré un grave accident de moto et 8 mois de rééducation, il ne renonce pas au championnat du monde. Championnat du monde en octobre 97 pour encore un titre, un de plus. Merci David. J'y serai. Il y est et redevient champion du monde. À cette occasion, il se rapproche du couple Chirac et devient le parrain de l'opération Pièce jaune. Sa carrière sportive se conclut en apothéose avec un deuxième titre au JO de Sydney. 2000. David Douillet est élu personnalité préférée des Français. Il entame sa reconversion comme consultant sur France Télévisions. C'est un vrai bonheur de commenter ces championnats avec vous, David. Puis, il rejoint la direction des sports de Canal+. En parallèle, il est aussi chef d'entreprise. Après avoir investi dans une agence de voyage qui a fait faillite, il a créé une entreprise à ses initiales, DD, qui vend du matériel de fitness. En 2007, David s'engage derrière Sarkozy pour la présidentielle. 2009. Soutenu par Valérie Pécresse, David Douillet est élu député UMP lors d'une législative partielle dans les Yvelines. En 2011, il entre au gouvernement et devient ministre des Sports. Réélu député en 2012, il poursuit son ascension politique. En 2015, Pécresse remporte les régionales. Je souhaite que l'Île-de-France devienne la première région d'Europe. Et David Douillet devient vice-président de la région Île-de-France. Mais en 2017, il est battu aux législatives et, surprise, il décide d'arrêter la politique. 2019, David est toujours conseiller général, il dirige aussi un fonds d'investissement, mais en plus, il présente aux côtés de Sandy Héribert une émission sur la chaîne Automoto. Je suis ravie de retrouver mon copilote, le grand champion olympique et fan d'automoto, David Douillet. Douillet a pile 50 ans et il continue de s'amuser. C'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Bravo. Une vie incroyable quand même, hein. Beaucoup d'aventures. Oui, beaucoup d'aventures et le seul truc, c'est que lorsqu'on a une première vie d'athlète avec ce qu'on sait, à 30 ans, ça s'arrête, on est obligé de faire autre chose. Et pour trouver un piment aussi fort, une intensité aussi forte dans la vie, c'est compliqué. Donc il faut avoir plusieurs vies derrière. C'est ce que j'ai fait modestement. Alors David Douillet et Sandy Héribert, bonjour, bienvenue. David, vous êtes un survivant, parce que finalement, vous avez survécu, vous avez été victime de plusieurs accidents de la route. Le premier, c'était en 1996, vous en avez eu un en 2014. Le dernier, c'était l'année dernière. Celui de 96 vous a éloigné longtemps de la compétition. Alors ma question, c'était comment est-ce que vous avez vécu ces moments de douleur? Lorsque j'étais athlète, j'étais arrêté net. Le deuxième, récemment, c'était
anecdotique par rapport au premier. Ces accidents, en réalité, c'était pas de mon fait à chaque fois, m'ont permis de m'arrêter justement et puis de prendre un espèce de recul par rapport à ce que je fais, ce que je fais pas, ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir été obligé de changer de vie. Quand vous êtes athlète, vous êtes obligé de changer de vie. Vous êtes obligé d'arrêter ce que vous aimez le plus au monde et ce que vous savez le mieux faire. C'est terrible, hein, c'est comme si je vous demandais d'arrêter d'être journaliste ou d'être écrivain ou présentateur télé. Vous êtes obligé de le faire. Donc c'est un vrai traumatisme. Il faut en faire le deuil, s'écarter de ça et puis se reconstruire différemment avec les valeurs que vous avez acquises dès la première vie, puis faire autre chose. Donner un sens à votre vie, c'est pas simple. Alors, je vous propose un petit quiz parce qu'on a très envie de vous connaître, Sandy. Et vous, David, on a envie de vous connaître différemment. Alors, vous animez tous les deux une émission qui s'appelle Sens braqué. Donc, on y parle voiture, on y parle circulation, carburant. C'est un peu les grandes gueules, mais version voiture, quoi. C'est de la route, quoi. C'est ça. Très, très sociétal, oui. On pourrait croire que c'est pour les passionnés de bagnole, mais finalement, non. On s'adresse aux usagers de la route, aux automobilistes et puis aux personnes qui prennent aussi les transports en commun, parce qu'on parle aussi de ces soucis-là. Donc, c'est très sociétal comme émission. Alors, comme vous êtes chez Ardisson, donc évidemment, on vous propose des interviews types. Donc là, je vous propose une interview bonne conduite. On commence ? Vous n'allez pas être déçus. Hein. Allez. Alors, Sandy, il vous est déjà arrivé de dire nique ta mère et de faire des doigts à un automobiliste La vérité, c'est pas la vérité, hein, la vérité. Oui, je suis assez hargneuse au volant, effectivement. J'ai une conduite un peu sportive, j'ai un petit peu baigné dans ce monde-là quand j'étais plus jeune. Mais oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé, oui. Et vous, David, est-ce que vous êtes déjà garé sur une place handicapée ? Dis non. Si, je suis obligé de dire oui parce que ma femme est dans le public et elle m'a déjà engueulé à cause de ça. Voilà, donc sincèrement, oui. Voilà. Sandy, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans une voiture ? Oui. Et vous, David ? Attends, non. Si tu veux faire une interview à Ardisson, là, il faut dire dans quelle bagnole, quel jour. Attends, recommence. Alors, Sandy, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans une voiture ? Oui. C'était une sans-plomb, une diesel ? Non, c'était... Pas mal. Ça, tu peux commencer comme ça. C'était ma première voiture, c'était une Toyota Yaris grise. Oh putain, c'est petit, ça. Je devais avoir 20 ans et on avait planqué la bagnole en forêt. Mais oui, ah, ça m'est c'est déjà arrivé. bien. Ouais, pas mal. Une Yaris. Et vous, David ? Oui, mais j'ai pas le choix du modèle parce que vu le gabarit, c'est un peu compliqué. C'était un pick-up. Je suis sûre, vous. Et vous, David, est-ce que vous avez déjà joué au kéké en faisant de la moto sur une roue ? J'ai tout fait. Vous avez déjà fait ça ? Mais vous savez, en général... il y a eu un accident, justement. Ouais, non, mais c'est pas de mon fait, mais les meilleurs gardes-chasse sont d'anciens braconniers. Ouais. Sandy, vous m'avez l'air d'être une femme de goût, alors je me demandais, est-ce que vous avez déjà acheté un arbre magique pour votre voiture ? Oui. Quel parfum ? Vanille. Ah ouais. Ah, c'est cash chez moi. Ah ouais, c'est cash, oui. La Yaris, la vanille et tout. Non, mais il y a tout, elle est cash. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, puisque ce qui est très intéressant dans ce que vous racontez de votre émission, c'est que ça nous montre que la voiture, c'est très symbolique. Qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Griveaux quand il dit à propos de Laurent Wauquiez, de toute façon, ce type-là, c'est le candidat des gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ça vous dit quoi ? Là, on est face à deux caricatures, en fait. Donc, évidemment, la partie de ping-pong, elle est ridicule, parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Voilà. L'État a obligé les gens à acheter des diesels, voilà. Il y a 20 ans, c'était la promo du diesel. On leur a même donné des primes, et puis aujourd'hui, on leur dit non, on n'en achetait plus, on va donner des primes pour acheter de l'essence ou autre chose. Bon, alors, à un moment donné, dans les deux cas de figure et sur les deux personnalités, il faut que le politique arrête et donne une vraie voie unique et sur le long terme. La politique à court terme, c'est juste impossible. En particulier quand il s'agit pour les gens de payer, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de se changer de voiture tous les ans. Mais est-ce que tu sais que maintenant, il y a un nouveau diesel qu'on va pouvoir utiliser. C'est-à-dire que ce qui est horrible, c'est que là, cette semaine, ils ont trouvé un diesel propre. Oui, un diesel propre. Oui, mais en 10 ans, ils nous expliqueront qu'il est propre et qu'il faut changer. Natacha a raison. Il faut se méfier de tout ce que les consommateurs... Nous, c'est notre expérience qu'on a dans l'émission. Vraiment, on ne sait pas qui se fier aux constructeurs, etc. Ils nous baladent, d'ailleurs, ils ont été condamnés pour ça. On ne sait pas si les particules fines sont vraiment captées ou pas. C'est n'importe quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on arrête d'être sur des énergies fossiles et qui nous intoxiquent tous depuis des années et qu'on se donne les moyens. Tu vois, on parlait de la taxe carbone, là, qui est utilisée quand même à 80% pour financer les caisses de l'État. Enfin, tu vois, autre chose que du développement de la transition énergétique. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie et que ces milliards qui sont captés par vous et moi, tous les jours, on paye ça dans nos litres d'essence et nos voitures, servent vraiment pour les gens, pour qu'ils arrêtent de consommer et qu'ils utilisent des objets qu'ils n'utilisent pas. Il y a des alternatives écologiques.
Finalement, vous parlez encore comme quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie d'agir politiquement. Non, je parle comme un père. Vous vous dites... Il y a des enfants. Mais vous vous dites pas qu'un... Parce que les gilets jaunes qui ont surgi, d'ailleurs, c'était sur la voiture. Oui, c'est absolument. très C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça vient de très loin. C'est pas seulement Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous dites que vous, dans votre parcours politique, il y a eu des moments où les gens avec qui vous étiez, ce que vous avez fait, et vous avez raté quelque chose? Mais oui, mais évidemment. Évidemment. Quoi donc exactement? Comment vous vous expliquez la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que ça va vite. En réalité, la politique est lente, mais elle est rapide aussi. Le système législatif, il est lent dans son processus, et en même temps, l'actualité politique et la vie des gens, elle va extrêmement vite, très très vite. Donc il y a cette différence-là que les politiques n'arrivent pas à coller. La lenteur du processus qui permet à une société de changer par la loi. Donc en fait, c'est pas de leur faute et non, j'ai pas dit ça parce que ils ont le pouvoir de changer ça, en fait, de faire en sorte d'adopter des systèmes qui permettent d'accélérer les processus de fabrication de la loi, quasiment au même rythme que nos vies. Et de nos besoins que nous avons dans nos vies. Si on arrive à faire ça déjà, on rendra peut-être le politique un peu plus efficace. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur le personnel politique que vous avez fréquenté? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est à la hauteur au plan intellectuel et moral? Je ne donnerai aucun nom. Non, sans donner de nom. Je ne suis pas là pour cracher dans la soupe parce que j'ai adoré ce que j'ai fait et je regrette rien, j'ai aucune... voilà. Mais, allez, plus de 90% des politiques sont là pour eux et pas pour les gens. C'est ça le problème. David Douillet, Sandy Raider, merci. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque jeudi à 19h dans l'émission Sans se braquer sur Automoto la chaîne. Voilà, nous, on se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau et le winner de l'actu. À tout de suite. Oh, bonsoir les terriens du dimanche. Oh, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachir, Franck-Olivier Gisbert, Gilles-William Donadel, Pierre Alicia. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour notre plus grand plaisir, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Tout va bien, Tanguy? Bah ça va, je suis étonnamment calme. Ouais, ça va nous faire du bien. Bah ouais. Jingle. L'expression corporelle est au maximum. Alors cette semaine à Paris, il y avait des monstres partout. C'était affreux. Hein, pour le Nouvel An chinois, on a vu des gens porter à bout de bras le ver solitaire de Kate Moss. On a vu des dragons en train d'essayer de défoncer une boutique. C'est une tradition française qui se pratique tous les samedis après-midi, mais peut-être que les Chinois l'ont adoptée. Anne Hidalgo, maire de Paris, a aussi fêté le Nouvel An chinois et on lui a offert des fleurs. C'est l'année du cochon, donc il est possible que quelqu'un qui la connaisse très bien ait voulu la célébrer. Oui, à Paris, il y avait des monstres, mais pas tous aussi réjouissants. Je pense à celui qui a écrit You Done sur la vitrine d'un resto de bagel. Ce sont ces sandwichs avec un trou au milieu, donc qui ressemblent au cerveau des antisémites. You Done, la langue de l'occupant. You Done, la langue de l'occupant d'il y a 80 ans, quand les Allemands n'étaient pas ces couples aux fesses rougies par le soleil dans les dunes du Cap d'Agde. Je pense au monstre qui a tagué des croix gammées sur le visage peint de Simone Veil, alors que ce n'est pas l'endroit du tout pour des croix gammées. Normalement, elles vont là. Il y a aussi le monstre qui a scié l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi. Alors Castaner y est passé, il a dit qu'ils allaient planter des arbres encore plus grands. L'antisémitisme ne profite qu'à Jardiland. Hein?
Donc il va falloir mettre des baobabs. Là, les néo-nazis vont galérer. Il faut les faire trimer, ces raclures. Il faut qu'ils aient la vie des bûcherons de l'extrême sur RMC Découverte, à patauger dans le marais avec des sangsues dans le rectum. Non mais quelle semaine! Antisémitisme, harcèlement de femmes par des journalistes qui depuis étaient planqués à Libé, aux Inrocks, à Slate. De dégoût, on ne va plus lire Libé, ni les Inrocks, ni Slate. On va tous savoir la vie de Gilles William Goldnadel. Je veux pas de cette vie-là. En plus, des églises sont vandalisées partout. Bref, c'est la France 666. Satan nous habite. Ce qui est moins drôle que quand il habite un mec tout seul. Monia, qui est championne départementale de calembour 2016, 2017, 2018, aura compris. Hein. Même Kylian Mbappé, notre héros, il y a eu quelqu'un pour écrire des dégueulasseries à son propos dans le RER. Racisme plus antisémitisme. Il manquait juste un petit PD en dessous et il faisait un strike. Alors regardez... Il y a marqué « enjuivé ». Alors, traduction d'enjuivé qui a réussi. Hein, moi, par exemple, je suis un peu enjuivé. Vous, Thierry, qui cartonnez en télé depuis le Paléolithique supérieur, vous êtes totalement enjuivé. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes une boulette de Shabbat. Donc, quelle est la prochaine étape ? Recréer Hitler en labo à partir de son ADN? Parce que d'accord, ces idées sont restées, mais cette moustache aujourd'hui en ticket de métro, ça n'est déjà plus à la mode pour les pubis. Donc sous le nez, c'est pas possible. Toujours penser à ridiculiser le nazi, hein, puisque le nazi, on ne le dit pas assez, est un con. Hein. Mais mais c'est un comble pour des gens qui haïssent à ce point les juifs d'avoir autant de semoules dans la tête. Non mais... l'ambiance dans notre pays est moins légère qu'une fesse droite de Kardashian. Et au-dessus de ce gloubi-boulga pestilentiel, un petit Quick tente de sauver son mandat. Il est toujours en marche. Au lieu de courir et de se casser loin de tout ça, il aime le SM, le sagouin. C'est Macron. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Eh ben, il cause. Encore. Jamais un mec n'aura autant parlé. Le prochain livre Guinness des records, la moitié du bouquin sera sur Macron. Plus grosse production de salive au monde devant le crapaud du Suriname. Langue la plus résistante du monde. Il arrive à gober des mouches avec. Quand il monte en voiture, il s'en sert comme ceinture. En 2 mois, il a produit plus de mots que Bob Dylan, qui chante depuis 61 et dont certaines chansons durent 16 minutes. Alors là, Macron est allé en Saône-et-Loire, dans un lycée où il a mangé au self. Tout ça pour ça. Il se fait élire, on le colle au château avec bri-bri. Il a de la vaisselle en or et il finit avec la vie d'un ado à excès de sébum. J'imagine qu'ensuite, il s'est masturbé dans les toilettes en pensant à Katy Perry. Alors, il a quand même conservé quelques réflexes monarchiques. Il ne serre pas la main, il l'attend et on la lui touche. Hein, ce qui est immonde parce qu'il tripote des centaines de mains. Et la personne de la cantine ensuite touche les plats. Mais les plus grands vecteurs de propagation de la gastro, ce sont 1, les poignées de porte, 2, les postillons, 3, Macron. Alors, tout s'est bien passé. Hein, il a bu de l'eau dans laquelle avait craché un jeune dont le père, gilet jaune, voulait au départ lui filer du cyanure à mettre dans les haricots du président. Macron était à Autun, la ville qui porte le nom de l'attitude qu'il a eue pendant 1 an et demi. Mais ça, c'est fini maintenant. Maintenant, il parle des petites gens et c'est beau. Quand on parle de dyslexie, d'autisme, de harcèlement, de femmes isolées, sont des mots. Ça paraît froid, loin. C'est toujours des personnes. On dirait du Alexandre Jardin repris par Francis Lalanne. Non, alors ça finira peut-être pas dans la Pléiade, mais brodé sur un petit coussin chez Casa, ça fera son petit effet. Et puis Macron, il est intense. Quand il passe le micro, c'est le seul être à avoir la tête d'un athlète qui fait le relais 4 fois 100 mètres. Mais à chaque instant de la vie, c'est un battant. Quand il arrive à foutre sa couette dans la housse de couette, ce qui scientifiquement est impossible, ensuite il dabe pendant 4 heures devant Brigitte, hein, qui lui dit « Mais que fais-tu, chaton? Est-ce que c'est du yoga ?» Même quand il regarde les gens, bon là ça va parce qu'il y a du monde autour, mais je m'adresse aux jeunes. Si un monsieur vous regarde avec cet air sur le visage et un doigt dans la bouche qu'il est en train de suçoter, fuyez! Fuyez! Oh là là! Passion! Non mais seulement le souci avec les jeunes, c'est qu'on a beau être lyrique, se prendre pour Chateaubriand, quoi qu'on dise, le jeune a envie de se barrer.
Hop là, quelle heure il est? Oh là là, 17h20. Le temps de rentrer, je vais rater TPMP, mais il va se taire ce bolos. Allez hop, j'enfile mon blouson et je m'en vais. Alors le reste de la semaine. Qu'a fait Macron le reste de la semaine? Eh ben il a parlé, et il ne sait plus faire que ça. Sur son temps libre, c'est aussi lui qui fait la voix du message d'attente téléphonique de la CAF. Hein. En direct, à côté de lui, il y a un lecteur de CD avec un disque de Vivaldi qui défile. Alors, il a reçu David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui sont un en tout, hein, lui. Donc, en fait, c'était un speed dating. Mais aussi Mélenchon. Alors, Macron s'était assis tout au bord du canapé, prêt à fuir, hein, si jamais l'autre lui sautait à la gorge en hurlant « Révolution !» Mais comme lui aussi ne fait que causer, ils se sont bien entendus. Allez, maintenant, ils aiment Macron comme Laurent Delahousse passer dans un tunnel en voiture parce qu'il se voit lui dans le pare-brise. Ce sont les Macronphiles. Avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui a fêté l'année de la chimie avec des enfants. Il portait des lunettes au cas où ça leur exploserait à la gueule, comme ça a fait à Macron avec son quinquennat. Alors, il leur a appris les éléments chimiques. Puis, il les a forcés, avec les éléments chimiques, à composer son nom à lui. C'est l'âme de Kim Jong-un dans le corps de Michel Blanc. Non mais regardez, Blanquer, hein. Sauf que la petite qui tenait le cul était réticente. Du coup, il était de travers. Hein. Ça s'appelle bouger du cul. Alors, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, elle a retrouvé Philippe Lucas, le Paul Naref du Grand Bain, la pop star de la vie rue Plantaire, qui est toujours aussi bling-bling. Tout est brillant chez lui. Lunettes, boucles d'oreilles, cheveux. Quand Evelyne Delia le croise, elle dit « C'est pas vrai, j'avais annoncé de la pluie ». Ensuite, elle réalise que le soleil ne se baladerait pas torse-poil en doudoune sans manches. Les astres ont leur fierté. Alors, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a rencontré des jeunes. Elle leur a dit « Vous fatiguez pas, les gars, il n'y a pas de boulot. Si vous voulez, pour oublier cette sordide réalité, mes collaborateurs ont du shit. » Puis, elle s'est enquillée un demi-litre de bière. Résultat, elle qui est toute coinsos, 1 heure après, faisait la mouette avec les kids. Mais ça a été pour elle comme une deuxième naissance. Elle s'est dit, j'en peux plus des pauses café avec Bruno Le Maire. Rock'n'roll à la Ardisson en 82. Hein, là, elle est à Goa pour la semaine de la trance. Ensuite, direction le Spring Break de Cancun. Et en juillet, les vieilles charrues en camping. Alors, Florence Parly, ministre de la Défense, elle, ne parle pas, mais elle vend. Elle a refourgué 12 sous-marins à l'Australie. En une journée, elle a fait 30 milliards d'euros de chiffres. À côté, Vincent Bolloré, c'est Arlette Laguille en pultati. Sous-marin, c'est véridique, à propulsion diesel. Ça veut dire que s'ils veulent entrer à Paris par la Seine, il y a Anne Hidalgo dans le fleuve en slip de bain et qui hurle « Faudra me passer sur le corps ». Alors Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a rencontré des bénévoles du Resto du Cœur, cette structure à cause de laquelle chaque année on se tape un concert avec en duo Mimi Mati et Soprano, ce qui est décrit comme l'un des signes de l'apocalypse par les Mayas. Hein, il a croisé le portrait de Coluche, mais qui n'est pas un inconnu à La République En Marche, parce que Gérald Darmanin, voulant citer Churchill, a en fait cité Coluche. Nous pouvons considérer qu'effectivement la vie, ce ne sont pas des statistiques. Et comme le disait Winston Churchill, ce qu'il montre est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain, ce qu'il cache est encore plus. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Il a 2 références en tout, il faut qu'il les confonde. Hein, pour lui, le sketch Télémagouille, c'était de Georges Pompidou. Alors sinon, François de Rugy, ministre de l'écologie, a testé un simulateur d'engin de débardage de bois. Hein, la première fois qu'il travaille, il faut qu'il simule. De son côté, Darmanin a félicité le nouveau maire de Tourcoing qui vient d'être élu. Et alors lui, pour féliciter, il écrase la tête. Hein, vous faites coincer la tronche dans une porte de bus, c'est la même sensation. Alors Darmanin lui a dit Veni vidi vici, comme dirait Toto Cotugno. Hein, puis il a serré trop fort au niveau de la nuque. Hein, l'autre n'a pas survécu. Il a été servi en civet au Resto du Cœur. Enfin, Bruno Le Maire s'est rendu au Qatar, une visite ratée puisqu'il est tombé en pleine soirée blanche, comme à Saint-Trope. Les mecs étaient même en sandales. Hein, et lui, il est venu en costume noir, sapé comme un expert comptable du Mans. Alors que le Qatar, c'est important. C'est comme nous quand on a rendez-vous avec notre banquier. Autant l'Albanie, on peut venir en short, mais là, non. Le Qatar. Bravo. Allez, maintenant, il déteste Macron autant que Jean-Marie Bigard, les blagues un peu intello qui commencent par « c'est un New-Yorkais qui va chez son psychanalyste ».
ce sont les macronphobes. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui, comme chaque semaine, a couru. Hein, c'est ça qui fait qu'à 63 ans, il a ses petites cuisses de gazelle. Il est trop beau. Hein, les traces d'humidité derrière lui sont d'ailleurs dues à tous les gens qui ont joui en le voyant passer. Esther Benbassa, sénatrice écolo, a manifesté avec les gilets jaunes en lunettes noires plus masque. Les gens se sont donc mis à crier « Purée, c'est Michael Jackson !» parce que sur la fin, il avait le même look. Donc première fois que Benbassa avait des fans. D'ailleurs, son parti Europe Écologie Les Verts fait du moonwalk. À chaque élection, il recule. Alors à droite, Jordan Bardella, le petit jeune du Rassemblement National, a fait une vidéo depuis un piquet de grève avec derrière lui un grand feu. Alors ça donnait plus l'impression qu'il avait mangé trop épicé à midi qu'autre chose. Hein. Florian Philippot, leader autoproclamé des Gilets jaunes, en a mis un au Parlement européen en se cachant l'œil droit pour rappeler les Gilets jaunes blessés à l'œil. Il a hésité à se mettre la main gauche dans le dos pour ceux qui ont eu la main arrachée. S'il va à Calcutta en période de lèvres, il va falloir qu'il se roule en boule. Et comme le montre cette photo, il était seul. Hein. C'est lui le petit point jaune à gauche. Hein, en fait, Philippot, c'est pas un politique, c'est un test de vue chez l'ophtalmo. Alors Laurent Wauquiez, vous vous souvenez Laurent Wauquiez, hein, lui aussi a fait une vidéo, mais en pleine bourrasque de vent. Du coup, on n'entend rien. Vous voyez, les sujets, c'est pas du tout changer le mode d'élection. Non, mais même les éléments sont contre lui. Hein, la prochaine étape, c'est lui ravagé par une invasion de cricket. Hein, c'est les 10 plaies d'Égypte concentrées sur un mec. Alors Valérie Pécresse, républicain elle aussi, a fait ses vœux en plein mois de février. C'est une rapia. À partir du 1er février, le traiteur faisait moins 70% sur le pain surprise. Hein, je pense qu'en août, on la verra avec ses neveux en train de chercher les œufs de Pâques à 2 € les 100. Un peu de France Insoumise avec Alexis Corbière, que j'ai décrit la semaine passée comme un dieu du sexe, le Francky Vincent Blanc, et qui en réalité est bien plus que ça, puisqu'il a l'ensemble de son corps au garde à vous. Regardez, il a fait une conférence de presse. Corbière a ses cheveux normaux, bien peignés, Mélenchon arrive, hop, érection des cheveux. C'est très rare, très rare. Mais Franck Provost a annulé son rendez-vous de mardi parce qu'il trouvait que 11 h du matin pour un plan sexe, c'était trop tôt. Alors France Insoumise toujours, François Ruffin maintenant fait des vidéos dans sa cuisine. Il est là à blablater pour ses potes en ligne alors qu'il n'a même pas fini de vider le lave-vaisselle. Donc pas de doute, c'est un homme. Olivier Faure du PS, lui aussi a parlé devant personne, parce que le PS est aussi vide que la partie 2010 à aujourd'hui du CV de Ramayad. Et à la fin, il s'est applaudi tout seul. Il vit en France, mais il a le même nombre d'interactions sociales que Robinson Crusoe. Allez, avant de se quitter, un patchwork de Français de tout genre. Ce sont les gens d'ici. Et ça y est, Josiane Martin, la conseillère d'orientation de François Hollande en 6e C, a été licenciée pour faute grave. C'est elle qui l'avait dirigé en 66 vers la politique, alors qu'on l'a vu cette semaine, il était fait pour une carrière d'humoriste. Regardez, il parle de l'essence. Dès le début de mon mandat, le prix du pétrole avait atteint son sommet historique et j'en avais vu les conséquences, y compris sur ma popularité. C'est assez indexé. Plus le prix monte, plus vous descendez. Alors après, il y a des plafonds et des planchers, mais quelquefois, les plafonds peuvent être crevés et les planchers aussi. Une vanne, un rire, c'est une machine de guerre, le Chouquette Comedy Club. Je sentais bien que cette question-là pouvait être, si je puis dire, inflammable. Non mais Gad Elmaleh était dans la salle, il présentera donc sous 15 jours son sketch intitulé Le Diesel. C'est important de changer le titre. Alors, violence contre les politiques, on a cru qu'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, était visée par un sniper. Il n'en est rien. Le point rouge qu'elle a sur le front, c'est juste qu'elle était en Inde et qu'elle a voulu s'intégrer. C'est comme si au Mexique, elle s'était fait tatouer toute la tête par un gang de dealers de schnouf. À Barcelone, Manuel Valls, incroyable, est resté bloqué alors qu'il parlait. Regardez, sous un autre angle, 30 ans qui cause lui aussi, le corps n'a pu supporter d'entendre toutes ces conneries. La campagne de trop. Alors,
Alors, à moins, comme il mange comme un porc avec la tête en arrière, que l'aliment soit directement tombé dans son cerveau et que ça l'ait fait bugger. Hein, on ne sait pas, enfin, il a l'air d'aller bien. Il défile avec la droite et l'extrême droite, donc il n'a pas tant changé que ça. Hein. Alors, à noter que Joachim Son-Forget, le député Kikoulol, là, a fait cette semaine du sabre laser. Il est donc dans son état normal. Hein, par contre, si on le voit travailler ses dossiers à son bureau, prévenez les secours. N'empêche que si l'Empire Galactique nous attaque, on ne pourra compter que sur lui, hein, et peut-être sur Chewbacca, cet être poilu avec qui Son-Forget partageait votre plateau, Thierry, un dimanche dernier. Ce sont là des monstres bien sympathiques, pas comme ceux qui ont hanté cette semaine horrible. Au Lakers, la prochaine sera forcément mieux. Bisous. Bravo, c'était Tanguy Pastureau. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La semaine dernière, c'est Raquel qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Attention, qui est Lucille Randon, dite sœur André, la sœur du pape François, une ancienne espionne française, la nouvelle doyenne des Français ou la première fiancée de Gilles-William Golnadel. Je peux pas répondre. Pas le droit de répondre. La nouvelle doyenne des Français. Bravo Monia, one point. On a tout en même temps, pourquoi c'est toujours toi? Elle a 115 ans. C'est pas incompatible avec le fait que ça soit ma première fiancée. Hein. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement. Elle est née en 1904. En 1904 1904 à Alès, dans le Elle Gard. a vu du pays. Et comme c'est une bonne sœur, elle a vu que ça. Complétez cette déclaration d'Olivier Faure. Je suis le premier secrétaire d'un parti socialiste qui n'existe plus, qui est en plein naufrage, qui n'est plus vraiment de gauche, qui ne fait plus bander personne. J'avais la réponse d'avance, celle-là je l'ai pas. Je vais prendre au pif qui n'existe plus. Bravo! Il est lucide quand même. Il est lucide. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'on attend d'un chef, en l'occurrence d'un premier ministre. Est-ce qu'on pourrait jouer? Non, mais d'ailleurs, on vient de recevoir une alerte enlèvement. Le PS n'existe plus là. Ah oui, ça c'est clair. Alors, pour quelle raison cette femme a-t-elle été débarquée de son avion avant le décollage? Parce qu'elle a agressé un steward, parce qu'elle sentait trop mauvais, parce qu'elle se plaignait d'être assise entre deux obèses, ou parce qu'elle refusait de s'asseoir dans la rangée 13. Je suis snob. Parce qu'elle ressemble à Marine Le Pen Menteur Tu n'as pas honte? Non, parce qu'elle refusait de s'asseoir dans la rangée 13. Parce qu'elle a refusé de s'asseoir entre deux obèses. Bravo! Ah ouais? Je pense que Franck, ce soir, Magnéto, Serge. I don't know how I'm going to do this the next 4 hours. It's just impossible because they're squishing me. I can't breathe. I'm so squished. Well, I eat salad, okay? Can you find her another seat? Because I will not be verbally abused by this or anybody else. Why don't you sit in between those two big things? Ce qui est incroyable maintenant à notre époque, c'est que tout est filmé. C'est du racisme. Tout est filmé. Tout est filmé. C'est dingue. Ah oui. Tout est filmé. Vous pensez pas que c'est parce que c'était deux noirs plutôt que deux obèses? Je sais pas. En réalité. Peut-être. Peut-être. Tu vas trop loin. Attention, le centre Pompidou consacre actuellement une rétrospective au plasticien Victor Vasarely. De quelle célèbre marque a-t-il réalisé le logo? La NASA, Renault, Adidas ou McDonald's? Je suis snob. Renault. Oui. Ça se voit, hein? Ouais, ça se voit. Ouais, c'est bien. C'est le plus Vasarelien. Il est beau, le logo. Il est beau, le logo Renault. Ça vieillira jamais. Non. Comme le chanteur. Ce mercredi, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a proposé la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Mais savez-vous ce qu'il disait de lui il y a 4 ans? C'est bien ça. C'est un complice zélé de Sarkozy. C'est la girouette de la droite. Judas avait plus le sens de l'amitié que Juppé. Juppé est un de...
Tout ça est assez bien fait, d'ailleurs, tout est possible, notamment le Judas, mais je dirais plutôt c'est un complice zélé de ça. Bravo, messieurs, mais alors... J'allais le dire. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'appareil qui marche. Ah, d'accord. Ah oui, t'as bien de la chance. D'habitude, j'ai pas la parole. Qu'est-il arrivé à Marion Cotillard et Guillaume Canet au Festival de Cabourg en 2007? Cupillard. Ils ont tous les deux gagné le Grand Prix. Ils avaient Alexandre Benalla comme garde du corps. Ils ont été malades à cause de moules avariées. Leur chambre d'hôtel a pris feu. Je le sais. Bon, le truc le plus marrant et le plus sympa serait leur chambre d'hôtel a pris feu. Non. Faut reconnaître que c'est drôle. Alors Benalla était leur garde du corps. Bravo. Elle est bonne. Elle est bonne. On est où, là? La question me dit, c'est bon. Égalité, Fogg Monia. Le banco. Le banco. Le banco. Si à égalité, oui. Quelle sera la première artiste féminine à se produire en juin à Paris La Défense Arena à l'occasion de 9 concerts? Voilà, le prétentieux. J'attendais le super banco. Je dirais que c'est Mylène. Ah, bravo. Le mec qui porte la moustache, il aime Mylène Farmer. Ouais, il a beau être futur papa. Je suis désolée. Ah ouais. Les doutes ne sont Oh, pas moi j'ai un Bravo, gros Raquel. Oh là, c'est bien dit. Gros indice. Ouais, gros j'aurais indice. jamais osé le dire. On en est où, messieurs? Le banco. Le banco. Le mec, il a répondu. Aïe, 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 Alors, aïe. la dame va venir. Monia, Fogg, égalité. Donc, on est sur le Super Bowl. Banco. Ah là là là. Merci. Alors, est-ce qu'on peut me donner? Est-ce qu'on peut me donner? Je m'en fous, on répond sans appuyer là. Le premier qui répond, il a gagné. Sans appuyer, on n'en a rien à foutre. On n'a plus rien à perdre. Attends. Allez, on y va. Allez chercher son infirmière. Allez, on y va. Allez, je suis chaud. Moi j'avoue, ce soir, Allez, vas-y. pas une seule fois, mon Mozart. Allez, viens mourir, on y va. On se plaint pas. Allez, on y va. Qui a réalisé cette œuvre? Amanda Lear, Henri Matisse, Nico Saliagas ou mon neveu de 8 ans? Nico Saliagas. Aliagas. Je l'ai dit avant. Amanda Lear. Henri Matisse. Qui a dit Amanda Lear? C'est toi. Et voilà. Voilà, c'était les derniers du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À commencer par Stéphane Simon. À samedi prochain, 19h. Bonne semaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.